sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec monsieur Thomas Burbidge. Ça faisait très longtemps. Les gens n'ont pas du tout l'habitude de nous voir ensemble. Non. En vidéo et en podcast, mais au demeurant, même si on nous a vus récemment en stream tous les deux, ça fait bien longtemps que tu n'es pas venu sur le podcast, puisque la dernière fois que tu es venu, ça devait être en 2023, je pense. Ah ouais. Je me souviens même pas de la thématique, pour tout dire, donc... C'était un épisode dans la tête de Thomas Burbidge. Ah oui, voilà. Tout à fait, je me souviens, c'est bon. Et donc, transition de fou, aujourd'hui, on n'est pas dans la tête de Thomas Burbidge, on est dans le livre de Thomas Burbidge, puisque notre ami Thomas sort son premier livre. Tout à fait. Qu'il n'a pas sous la main, donc je ne vous montre pas la couverture, mais je n'ai pas sous la main car il est en impression et je n'ai moi-même pas encore touché ce livre de mes doigts. C'est encore t'as un pas objet, eu encore le... Non, c'est un objet tout à fait virtuel pour l'instant, qui n'existe pas encore. Bon, en tout cas, le contenu, il existe, puisque du coup, moi j'ai quand même reçu, donc pas le livre papier, mais de quoi lire ce livre, bien entendu. Et donc aujourd'hui, on va se parler d'entrepreneuriat, de travail indépendant et d'écologie, puisque c'est ça le sujet, sauver sa peau, sauver sa boîte, sauver la planète. C'est ça, sauver sa peau, la boîte et la planète, guide d'action écologique pour entrepreneurs. Et donc, pour une fois que j'ai lu tout ça, j'ai donc travaillé à cette interview et je me suis dit que pour changer, que j'allais pas faire une interview en mode je prends le bouquin, je note des trucs, je te pose les questions, tu réponds, blablabla. Notamment pour deux choses. La première, c'est que c'est vu et revu et qu'on s'est déjà reçu mutuellement, etc., etc. Deuxièmement, parce que j'imagine qu'il y a parmi vous qui nous écoutez certain nombre d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent respectivement ou qui nous écoutent en stream, et donc vous avez l'habitude de nous entendre tous les deux, et donc j'imagine qu'il y a certains nombre d'entre vous qui connaissent nos divergences politiques, les endroits sur lesquels on va pas être d'accord, Thomas et moi. Donc, plutôt que de faire un jeu de ping-pong, de questions, de machin, je me suis dit, on va faire autrement. On va faire, si ça te convient, parce que si ça te convient pas, j'improviserai autre chose. De faire 3 séries de 2 affirmations qui appellera de ta part vrai, faux, et que tu pourras bien sûr argumenter, parce que ça sera probablement pas si simple, vrai, faux. C'est un quiz, j'ai peur. C'est un quiz. Des affirmations, tu réponds vrai, faux, évidemment tu vas pouvoir dérouler parce que toutes ces affirmations sont un peu plus complexes que vrai, faux. J'ai fait 3 niveaux, c'est vraiment un quiz, 2 faciles, 2 moyennes, 2 plus difficiles. Et on terminera... Tu vas me cuisiner, c'est parfait. Ah, mais frérot, tu veux qu'on parle d'écologie? Parlons-en, regarde. Et on terminera par une série finale de 8 affirmations, pour le coup beaucoup plus petites, où tu pourras répondre par oui, non, vrai, faux, machin. Okay. Mais commençons avec les 6. Écoute, déjà je consens. Tu m'as demandé si j'étais d'accord ou si tu allais improviser. Je consens. Ça changera aussi de toutes les autres interviews que j'ai données pour ce bouquin. Ça permet de donner un angle différent. Voilà. Bravo pour ce travail de préparation, Laura Besson. Ah, mais c'est pas qu'une physique. Attends. Non, mais voilà. Justement, en me disant ça changerait un petit peu de ce qu'on voit ailleurs. Et je me suis dit que, comme je le disais juste avant, il y a beaucoup de nos auditorices de cet épisode YouTube ou audio qui ont l'habitude de nous entendre tous les deux streamer politique, etc. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui voient très bien la divergence politique qu'il peut y avoir à cet endroit-là, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui la connaissent pas ou qui la voient pas, parce qu'on est vraiment sur de la différence subtile quand même, hein. Oui. Pour initier. Oui, voilà. Donc on s'occupera de ça à la fin, et je propose qu'on attaque avec la première affirmation, niveau facile, puisqu'après il faut que nous libérions Thomas qui attend impatiemment que sa journée se termine pour partir en vacances. Pendant que moi je trime pour faire son interview. Première affirmation, Burbidge, on ne peut pas faire de l'écologie quand on entreprend.
Ah bah faux. Facile. D'accord, niveau Niveau facile. facile, c'est vraiment facile. Niveau facile. Ok. Alors, explique-nous pourquoi c'est faux. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de l'écologie quand on entreprend et est-ce que c'est pouvoir le bon verbe? Ben, j'imagine que la raison pour laquelle tu as imaginé de poser cette opposition, c'est parce que c'est une opposition que certaines personnes peuvent avoir en tête, de se dire que l'écologie est quelque part la sobriété qui est sous-entendue dans beaucoup de discours sur l'écologie, et aux antipodes du fait d'entreprendre, de chercher la croissance, de chercher à développer une entreprise, de faire du marketing, etc. Et que les deux ne peuvent se réconcilier. Donc j'imagine que ça part de là. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, il y a plein de manières dont ça peut se réconcilier. Et effectivement, tu poses la question de est-ce que pouvoir, c'est le bon terme? Je pense, et c'est tout le sujet que j'avance dans le livre, qu'au-delà de pouvoir, c'est aujourd'hui une nécessité, puisque l'écologie, pour moi, ce n'est pas la quête pour sauver la planète, c'est la quête pour sauver notre espèce. Car que l'espèce humaine réussisse le challenge de la crise écologique ou pas, la planète se réinventera, il y aura peut-être une ère glaciaire ou je ne sais quoi, puis ensuite, bah, une fois que le problème que sont les émissions humaines de nos activités humaines ne sera plus présent, bah, du coup, il y aura une forme de régénération ou une autre. Par contre, l'espèce humaine sera plus là. Donc la question de l'écologie, c'est comment on fait pour soutenir l'habitat qui nous est nécessaire en tant qu'espèce. On est des animaux à titre de toutes les autres espèces animales. On a besoin d'un certain environnement pour exister. Cette planète unique en son genre dans tout l'univers nous offre l'oxygène, exactement ce qu'on a besoin pour qu'on respire, exactement les bons nutriments dans la terre pour notre alimentation, de l'eau, enfin tout ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on est en train de détruire, cet habitat. Et du coup, clairement, à mon sens, toute entreprise qui est du coup une activité qu'on a conçue pour répondre aux besoins humains, c'est pour ça qu'une entreprise naît, elle répond à des problèmes, elle répond à des besoins. Si elle ne répond pas au besoin premier qui est maintenir notre existence et maintenir l'équilibre de l'habitat dont on a besoin pour exister, a priori, elle passe à côté de la raison d'être d'une entreprise, qui est de répondre à des besoins humains, parce que c'est le besoin fondamental. Donc à mon sens, c'est là où c'est la nécessité de toute entreprise d'embrasser ce sujet et de réfléchir pas à est-ce que je peux, mais plutôt à comment je fais, sachant que je dois. Oui, c'est un truc qui revient beaucoup dans ton livre. Hein. Du coup, il y a toute une partie, on va dire, beaucoup plus pratico-pratique concernant. Bon, là, c'est plutôt les entrepreneurs, notamment petits entrepreneurs indépendants, indépendantes. Hein, C'était la cible, ouais, les indépendants, les freelances, les solopreneurs, les personnes qui classiquement se racontent ne pas avoir de marge de manœuvre parce que je suis seul, qui suis-je pour avoir un impact? Et il y a très peu de livres qui s'adressent directement à ces personnes-là, qui sont les personnes avec qui moi je traite au quotidien. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était une cible plus spécifique. Ouais. Mm. Oui, oui, clairement, c'est pas à destination de Bernard Arnault, on a bien compris. Je suis pas sûre de toute façon que ça Je n'aurais peut-être pas les compétences pour faire basculer LVMH vers l'écologie, et encore que. Eh ben, Moi, j'aurais l'envie. eh ben, justement, alors j'attaque pas tout de suite avec notre question de notre divergence de fond, mais par exemple, tu pars donc avec une hypothèse, un postulat de base qui est donc que l'entreprise elle répond aux besoins humains, etc., etc., et que du coup évidemment nous avons besoin d'avoir un écosystème dans lequel tout le monde cohabite au mieux. Soit, est-ce que LVMH y répond aux besoins humains? Alors, je pense que l'endroit où on peut potentiellement débattre là-dessus, c'est est-ce que le besoin auquel répond l'industrie du luxe est un besoin inné ou un besoin créé? Et c'est pour ça que dans le livre, il y a deux sections. Il y a une section sur faire basculer l'offre et une section sur faire basculer la demande. Souvent, le discours sur l'écologie, je l'introduis d'ailleurs dans le livre avec le fameux triangle de l'inaction que beaucoup de personnes qui commencent à faire des recherches sur l'écologie trouvent. C'est de dire, en fait, le problème, il vient de la demande des consommateurs. Et si la demande des consommateurs et des consommatrices change, les entreprises changeront pour répondre à cette demande. Sauf qu'on sait très bien que il y a une part de la demande qui est créée par l'écosystème médiatique dont on fait partie, par la puissance publicitaire de toutes les grandes entreprises qui possèdent une grande partie de l'argent investi en publicité. Donc on sait que, quelque part, on est capable de façonner des demandes, des besoins,
le besoin de divertissement, qui est un des plus grands besoins, qui est utilisé par tellement d'entreprises et qui fait beaucoup, beaucoup d'argent au moment où on se parle là en 2025. Ce besoin, peut-être qu'il est inné et qu'on le nourrissait autrement. Aujourd'hui, il est corrélé avec une industrie du média numérique, les Netflix, les machins, les trucs, qui est immense, qui a d'ailleurs beaucoup de problématiques écologiques en tant que telles. Donc, est-ce que LVMH répond à un besoin inné? Je pense que c'est plus ça la question. C'est pas est-ce que ça répond à un besoin? A priori, oui. Mais est-ce que c'est un besoin inné ou un besoin créé? On sait que le luxe repose beaucoup sur, par exemple, des codes d'appartenance et que du coup, une des raisons pour lesquelles les gens dépensent autant d'argent, c'est pour se dissocier d'un groupe et avoir au moins avec elles-mêmes la sensation d'être des personnes distinguées, exceptionnelles, etc. Ça, je suis pas certain que le moyen pour remplir le besoin est un truc inné. Par contre, je crois que tout humain a l'envie ou le besoin de se sentir particulier, de se sentir apprécié pour quelque chose. On a envie de faire partie de groupes, mais on a aussi envie de sentir que il y a une certaine unicité chez moi. Je peux le nourrir avec un sac LVMH, je peux aussi le nourrir par la relation individuelle que j'entretiens avec quelqu'un qui décide de passer sa vie avec moi. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que au-delà de remplir des besoins, la stratégie choisie pour remplir ces besoins est une stratégie qui est non compatible avec l'écologie. Et je pense que c'est ça le problème de LVMH notamment. Euh, Même s'il y a plein d'arguments qui font qu'il y a des choses intéressantes derrière. Mais voilà, c'est comme ça que je répondrai à la question. Ok. Eh ben écoute, on s'en reparlera à la fin. Alors pas d'LVMH en particulier, mais justement de ce que tu commences à toucher du doigt, à savoir ce système qui est profondément incompatible avec l'écologie. On s'en Oui, parlera à la fin. Deuxième affirmation du niveau facile. On reste dans le niveau facile. C'est la dernière, donc profites-en. Le oui. combat écolo, c'est une affaire d'habitude individuelle. Encore une fois, faux. Dans le Explique. sens, alors, ça rejoint ce que je disais avant sur dans le triangle de l'inaction. Souvent, un point de destination des discours écologiques, c'est de dire les individus doivent changer leur manière de consommer, doivent changer leur mode de vie. C'est ce qui fera bouger les entreprises parce que dans un marché de l'offre et de la demande, les entreprises répondent à la demande. Donc on a déjà commencé à répondre un peu à ça en disant bah en fait non, puisque une partie de l'offre crée une nouvelle demande, crée des nouvelles façons de répondre à des besoins, et du coup le besoin suit. L'émergence du smartphone, c'est pas une demande du marché qui a dit on a besoin de smartphones. C'est une innovation entrepreneuriale qui a créé une nouvelle norme sur le marché et ça a eu des effets secondaires sur tellement, tellement, tellement d'autres parts de l'économie par derrière qui font qu'aujourd'hui, ne pas posséder un smartphone rend très difficile le fait de vivre dans notre économie moderne parce qu'il faut des applications pour authentifier, le fait de se connecter sur je sais pas quoi. Enfin bref, il y a des restos, tu peux pas y aller sans smartphone parce que il faut ton QR code pour lire le menu. Donc, quelque part, l'action des entreprises et des acteurs économiques crée une nouvelle forme de demande. Donc déjà là, ça apporte une première nuance à ce truc de c'est l'action individuelle qui changera. Non, l'action entrepreneuriale et l'action des entreprises, en faisant changer l'offre qui est disponible sur le marché, peuvent aussi avoir un énorme rôle à jouer là-dedans. Et puis ensuite, il y a le troisième volet du triangle de l'inaction, qui est le volet politique, où globalement les politiques renvoient la balle aux entreprises en disant bah, c'est pas nous qui avons les moyens, c'est les entreprises qui ont les moyens de se faire bouger. Et si nous, on décide de leur mettre trop de réglementation écologique, bah, ils vont partir dans des pays où il y a moins de réglementation écologique. Donc ça, c'est le discours classique de pourquoi les politiques ne bougent pas. Et en même temps, bah, on a vu jusqu'alors que s'il n'y a pas de directive, d'intention, de motivation, malheureusement, c'est un sujet qui n'émerge pas en tant que tel. Et qu'est-ce que c'est la politique? On en discute bien, bien assez sur notre émission conjointe Entreprendre ses politiques. La politique, c'est quelle est l'organisation sociétale qu'on décide pour organiser la vie de notre espèce sur cette planète. C'est ça la pensée politique, la vie de la cité, la vie de comment on s'organise entre êtres humains. Et du coup, à mon sens,
Si la question de comment on maintient notre écosystème pour continuer d'avoir une civilisation humaine, ce n'est pas une question politique, bah la politique passe à côté, comme les entreprises, de le plus fondamental de leurs enjeux, bien au-delà de comment est-ce qu'on garantit une croissance tous les ans. C'est beaucoup moins important que comment on fait pour juste continuer de pouvoir exister. Donc c'est là où, à mon sens, la seule réponse qui peut être pertinente au problème de la crise écologique, c'est une réponse systémique. Et qui, pour faire ce basculement systémique, ça doit passer par partout. Donc les individus ont un rôle. Il est souvent exagéré, mais les individus ont un rôle. Ce n'est pas que aux politiques, ce n'est pas que aux entreprises, c'est à tout le monde, partout, à tous les niveaux, au possible de ces moyens, parce qu'on a des moyens qui sont effectivement pas les mêmes, mais c'est partout, pour tout le monde doit avoir un rôle. Et c'est pour ça que le livre est construit en 3 sections. Ce sont les 3 sections qui répondent aux 3 points du triangle de l'inaction. Une section sur qu'est-ce qu'on fait avec son entreprise pour changer les règles de l'offre, une section de ce qu'on fait en tant qu'individu pour changer les règles de la demande, en tout cas à notre niveau, et une section sur la politique et la citoyenneté pour changer les règles du jeu. Oui, tu le rappelles dans le livre, hein, sujet qu'on a souvent abordé toi et moi, soit de manière conjointe effectivement dans l'émission. Pardon, j'ai le chien qui aboie. Soit dans nos contenus respectifs de ces thématiques évidemment de l'individualisation des problématiques. Hein, qu'on ne voit pas que dans l'écologie, qu'on va voir par exemple dans la question féministe avec la thématique de la charge mentale qui permet d'évacuer, enfin qui est un vrai sujet, mais qui permet d'évacuer le fait que oui, c'est un problème à toi, Laura Besson, plutôt voilà, qu'un problème global. Qu'on en fait un problème individuel pour pas parler de l'aspect systémique et qu'on a avec l'éco-anxiété qui d'ailleurs combine l'individualisation de la problématique avec la psychologisation de la problématique quand même. Oui. Est-ce que tu veux ajouter un truc là-dessus ? Il y a une toute petite section dans le livre, malheureusement j'ai pas pu l'étendre suffisamment car j'avais une limite de caractères et de pages pour ce livre, mais j'ai quand même tenu à conclure le livre par une 4e section, donc que je n'ai pas mentionné juste avant dans les 3, qui est sur comment est-ce qu'on maintient notre implication et notre engagement émotionnel pour cette cause, alors que, comme tu le dis, on subit énormément les pressions psychologiques de par l'individualisation. Et ça se matérialise par ce grand problème sociétal de la santé mentale, de l'éco-anxiété, plus spécifiquement si on parle d'écologie. Donc malheureusement, je ne l'ai pas traité de la façon la plus complète que j'aurais aimé le traiter dans le livre, mais il y a une ouverture sur ça parce que c'est un sujet très très clair de plus on a de conscience de ces sujets, plus on est touché, et donc plus on est touché, plus ça habite notre espace mental, plus ça prend de la place, plus ça codifie notre analyse de tout ce qui se passe dans le monde, et on vit dans une société où on a beaucoup trop de stimulation par rapport à ce que notre être humain et notre cerveau est capable de traiter. Et donc il y a un vrai enjeu sur comment est-ce que je fais pour ne pas subir complètement toutes ces pressions psychologiques de la taille immense de cette problématique, plus je développe mes compétences pour la comprendre, et comment je fais du coup pour rester engagé dans mon action sans souffrir complètement. C'est là où l'éco-anxiété devient un sujet, c'est là où plein de pratiques, je parle d'une personne dans le livre qui s'appelle Juliette de Cointet qui, elle parle de méditation engagée, parce que la méditation c'est une pratique de soin de notre attention, et que dans le contexte de l'écologie notamment, mais de toutes les autres crises sociétales qu'on traverse, prendre soin de son attention, cultiver son attention, c'est en fait un acte de résistance. Parce que on résiste à le fait de se faire bombarder d'infos tout le temps, on résiste à ces discours qui orientent notre attention au mauvais endroit pour nous forcer à de l'individualisation. Donc il y a des outils dans le livre pour ça, malheureusement pas autant que j'aurais aimé, parce que c'est presque un sujet qui permettrait de faire un livre à part entière. Mais il y en a parce que ça fait forcément partie de l'équation. Ok, il y a plein de choses dans ce que tu as dit que je me suis noté sur ma petite fiche parce que je pense qu'on regardera plutôt à la fin, okay. Afin que ça parte pas dans tous les sens. Mais il va y avoir deux épisodes, les affirmations et ensuite le débat sur tous les points notés. non, mais sinon on va partir dans tous les sens. 3e affirmation et donc première affirmation du niveau moyen.
Aïe, aïe, aïe. Il y a un jingle entre les deux ou... Ah putain, ça serait une super idée. Peut-être je mettrai un petit jingle quelque part. Oui, oui, troisième affirmation, première affirmation du niveau moyen. L'écologie entrepreneuriale, entre guillemets, l'écologie des entrepreneurs et des entrepreneuses. L'écologie entrepreneuriale, c'est un truc de bobo aisé. Ah, quand on arrive sur le moyen, du coup, on arrive sur le fait que c'est pas possible de répondre vrai ou faux. Ça A commence à être priori. un Il peu commence à y plus. avoir des nuances. Alors, Parlons donc de la question, en fait, bien entendu, qui est logée derrière, c'est-à-dire de la question du privilège de classe dans la question. eh oui, tout à fait. Alors, là où j'ai envie de dire oui à cette question, l'écologie entrepreneuriale, c'est un truc de... Tu peux redire la phrase exacte? C'est un truc de bobo aisé. Voilà, de bobo aisé. Pourquoi? Parce que, donc, la part de moi qui a envie de dire oui, c'est parce que la complexité de comprendre exactement les rouages de ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental. Et malheureusement, quand tu luttes tous les jours pour ta survie au quotidien, c'est difficile d'offrir ton temps et l'espace mental à ça. Et comme tu n'as pas le temps d'avoir une pensée critique, de te documenter, etc. sur toutes ces choses, bah c'est dur d'embrasser la complexité. Et c'est facile de tomber dans les discours tout chaudement préparés de l'écosystème médiatique sur ces sujets-là qui vont invectiver l'Inde qui pollue beaucoup plus que nous, les États-Unis ou la Chine ou blablabla. Et du coup, ça permet de se délester du problème et de ne pas se sentir préoccupé. Le problème, c'est l'autre. Moi, je fais déjà des efforts, je trie mes déchets parce qu'on individualise sur les éco-gestes. Et du coup, bah, c'est bon, j'ai fait mon taf. Donc, il y a une partie où, oui, les personnes qui vont par défaut le plus s'impliquer dans ces sujets, le plus s'y intéresser, ce sont des personnes qui ont le privilège de l'espace pour le faire. Et j'ai envie de dire, c'est là où je bascule sur le non, c'est que je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est un sujet tellement important qui souvent va primer sur la réussite de leur projet entrepreneurial. Je le vois beaucoup dans notre clientèle, par exemple, dans nos accompagnements, où il y a des personnes pour qui l'écologie, c'est tellement important qu'elles vont ne pas faire de marketing ou ne pas faire de com, ou alors voir ces sujets-là comme le démon capitaliste, et du coup, se priver quelque part de leur propre sécurité financière. Et ça, c'est un enjeu très délicat qu'on a souvent besoin de résoudre. C'est des personnes qui se précarisent du fait de leurs valeurs et qui n'arrivent pas à marier le sujet de, en fait, on vit dans un système capitaliste qui n'assure pas notre survie individuelle. Il n'y a rien qui est conçu pour prendre soin des besoins individuels des gens, mis à part quelques légers filets de sécurité comme le chômage, puis comme le RSA qui sont en train d'être détricotés par le gouvernement successif en ce moment. Donc il y a de moins en moins de filets de sécurité. Et du coup, ça crée un enjeu très difficile de dissonance cognitive pour ces personnes, de ces sujets qui sont d'autant plus importants pour moi dans mon spectre de valeurs, mon analyse du monde. Je sais pas comment les résoudre parce que je me raconte l'histoire que si je faisais ce qu'il fallait pour vivre convenablement de mon business, j'irais à l'encontre de ces valeurs-là. Et donc quelque part, c'est là où j'ai envie de dire, bah non, en fait, l'écologie, c'est pas un sujet de bobo en quête de sens qui est le besoin tout en haut de la pyramide de Maslow. C'est aussi pour des personnes pour qui c'est une valeur cardinale, un enjeu de se dire comment est-ce que l'écologie entrepreneuriale va avec le fait de remplir mes besoins de sécurité financière. Et il y a des façons de faire coïncider les deux. J'ai envie de dire d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans cette dissonance cognitive que j'ai notée, c'est que leur entreprise, a priori, est basée sur leurs valeurs force de l'écologie. Si leur entreprise disparaît, c'est un acteur économique avec cette conscience qui disparaît aussi. Et ça, c'est un problème pour la cause. Parce qu'on a besoin d'acteurs économiques dans tous les marchés, sur tous les segments, dans toutes les problématiques, qui ont conscience de ces problèmes et qui vivent de ce qu'elles font pour continuer d'investir l'espace médiatique de ça, pour continuer de toucher des nouvelles personnes avec leur façon différente d'agir et qui continuent d'avancer là-dedans. Donc j'ai presque envie de dire, pour les personnes qui sont dans cette situation, faire du marketing pour vous, c'est un engagement presque militant, parce que vous continuez de faire exister l'écologie sur votre segment de marché, auprès de votre clientèle à vous, etc.
Et c'est là où du coup je pense que ce n'est pas que un truc de c'est bon, je vis bien de mon business, je peux enfin me consacrer à comment est-ce que je résous la question écologique de mon business, parce que sinon on segmente trop les propos. Un business écologique, il doit être pensé de sa racine sur toute la suite de l'écosystème. C'est pas je fais des thunes, je suis ensuite en sécurité, et puis je m'attaque à l'écologie. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir détricoter tout ce qu'on a fait auparavant, et ça se trouve, on revient au point zéro de toute façon. Donc c'est là où, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre aussi, c'est remarier ces sujets. Comment est-ce que l'écologie fait partie de ton ciblage? Comment est-ce que l'écologie fait partie de la façon de construire ton offre? Comment est-ce que l'écologie prend part à ta communication ou pas? Qu'est-ce qui est le plus stratégique selon ta cible? J'essaie de résoudre tous ces questionnements-là parce que souvent ce sont des oppositions. Il y a l'écologie, il y a l'entrepreneuriat, le business. Je peux pas marier les deux. Il faut marier les deux en fait. Si je reviens à ce que je disais sur le problème de l'habitat, on n'a pas d'autre choix que de marier les deux. Alors, pour nos auditoristes, on voit que c'est le genre de questions qui touchent plus à mon segment à moi, parce que moi j'ai une opposition à faire. Sur le reste, on était d'accord, il n'y avait pas de problème. Là, j'ai une première opposition, parce que la question sociale, c'est un peu plus ma question. Ma question, c'est, est-ce que tout simplement, il n'y a pas le fait que quand t'es précaire, t'es juste écolo de fait, puisque de toute façon, tu n'as pas les moyens de polluer, puisque ce sont les Alors tout riches à qui fait. polluent. Alors ça, c'est clairement le cas, et j'en parle dans la troisième section du livre, qu'il y a une corrélation statistique avérée par plusieurs recherches qui montre que le niveau d'émission carbone est lié à ton niveau de revenu. Et que donc, plus ton niveau de revenu et donc de stabilité financière augmente, plus tes émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est pas que le carbone, augmentent en parallèle. Par exemple, ça te donne accès à plus de loisirs, plus de voyages, l'avion, etc. Donc clairement, il y a une il y a une corrélation entre ces deux choses. Et il y a une autre chose importante que j'apporte dans le livre sur la question de nos, nos actions individuelles, qui est la différence entre des émissions de luxe et des émissions de subsistance. Souvent, il y a un débat autour de la voiture en Île-de-France, autour de Paris, etc. Ces méchants gens qui prennent la voiture des banlieues pour venir travailler dans Paris. Et en fait, ça, c'est une émission qu'on appelle de subsistance. Parce que les personnes qui le font ne le font pas par un choix éclairé de je veux plus de confort dans ma voiture, etc. C'est par un manque d'un service de qualité de transport en commun, le service public qui disparaît et du coup ils sont obligés de compenser. Parce que s'ils n'avaient pas ce comportement de prendre leur voiture tous les jours pour faire des allers-retours dans les bouchons, qui clairement ne leur ferait pas plaisir d'ailleurs, ils ne pourraient pas subvenir à leurs besoins primaires de se nourrir, se loger, etc. Cette émission-là est très différente de le même type d'émission exacte pour un besoin qui est un besoin de luxe, qui n'est pas un besoin de subsistance. Un autre exemple que je prends dans le livre, c'est sur l'avion. Très nette différence entre l'entrepreneur qui prend un avion pour aller faire un mastermind ou une retraite ou je ne sais quoi en Afrique du Sud pendant 4 ou 5 jours dans une villa de luxe pour avoir la belle vue et dire c'est bon, j'ai coché l'Afrique du Sud sur mon petit carnet de voyage là, de tous les endroits où j'ai envie de voyager. Ce n'est pas la même émission que l'entrepreneur qui est immigré de l'Afrique du Sud, qui vit en France, toute sa famille est en Afrique du Sud, n'a pas les moyens de venir le voir en France, et il prend ce même avion, pas pour 3-4 jours, mais pour 3 mois, pour passer du temps avec sa famille de sang, pour être relié avec ses racines et son origine. Ça, c'est le même voyage en avion, c'est les mêmes émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout des émissions égales. Il y en a une, c'est des émissions de luxe, il y en a une, c'est des émissions de subsistance. En tout cas, moi, je considère que le lien à la famille et le lien aux origines, ce sont des choses qui sont importantes en tant qu'être humain. C'est des besoins qui nous conditionnent aussi. Et donc, je ne le mets pas dans la même catégorie. C'est pas des catégories que j'ai inventées d'ailleurs. Hein. Ces sujets-là de émissions de luxe vs émissions de subsistance, c'est aussi des choses qui sont très documentées et pensées dans la sphère écologique. Donc ça, c'est effectivement une importante chose que tu apportes par cette sphère sociale, de se dire, bah, l'endroit où tu dois le plus avoir une conscience écologique, c'est quand tu as beaucoup plus de moyens financiers. Parce que ça t'ouvre la porte à faire n'importe quoi. Oui, je pense que de toute façon, c'est là où on touche la divergence qu'on va avoir dans la partie des deux questions difficiles. C'est la question, comment dirais-je, pour commencer à faire un peu pour faire un peu de teasing. C'est la question
matérialiste de qui? Qui décide? Qui a le capital? Qui prend les décisions? Moi, évidemment, le truc, par exemple, sur lequel je vais me mettre à grincer des dents dans ce genre de truc, c'est que, moi, je suis d'accord, hein, dans la théorie, bien sûr, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'émission, comment tu as dit, de subsistance, hein, c'est ça que tu as dit? Ouais, Ouais. subsistance vs émission de luxe. Je pense à nos camarades qui sont dans le BTP, par exemple, et qui Ouais, prennent le périph' à Paris avec leur camionnette, machin. Ils ne prendront pas les transports en commun, parce que tu vas pas prendre tes transports en commun avec tout à des fait. vaisseaux qui Avec tout sale de ton bas, ciment, ça c'est machin. clair. Tu vois, Bien c'est sûr. pas possible. Et donc, du coup, le truc, évidemment, la question que ça va poser derrière, mais ça, c'est plutôt une question de modèle de gouvernance, donc c'est peut-être pas notre sujet aujourd'hui, parce que ça va être très long, mais la question, effectivement, de qui décide ce qui est une émission de luxe et ce qui est une émission de subsistance. Bien sûr. Pour qui c'est décidé, par qui c'est décidé, etc. Et notamment cette question, bon ça en est encore une autre, mais que là-dessus on est d'accord que tu as évoqué, hein, vraiment ce truc, des fois dans cette question sociale qui peut passer à la trappe de certaines visions écologistes, notamment sur la question de la voiture, tu vois, discussion que j'ai eu plein de fois puisque j'ai des copains qui siègent chez Europe Écologie Les Verts et comme ils viennent de la ruralité, ils savent très bien que ce n'est pas à nous, au fin fond de la ruralité, qu'il faut expliquer qu'il faut changer sa voiture diesel, terrible voiture diesel qu'apparemment on va jeter alors qu'elle fonctionne encore. Est-ce que c'est vraiment très écolo? Je ne suis pas sûre. Ouais. Pour acheter des voitures électriques que, nous n'avons pas les moyens d'acheter de toute façon, ou qu'il faut se déplacer en vélo. Je leur propose donc de venir vivre chez moi pendant un mois. Et de Soit pour la remonter, distance, soit voilà, pour les collines. de remonter les sacs de courses en montagne. Ouais. J'ai la même problématique et d'ailleurs tu noteras que dans le livre je parle du fait que j'aimerais beaucoup faire tous mes déplacements en vélo mais que mes pauvres cuisses souffriraient énormément de remonter mes Bien kilos de sûr. course. Je l'ai fait une fois cette côte en vélo, je suis allé à la boulangerie, la côte de chez moi, et quand j'ai réussi à remonter, mais je me suis dit plus jamais je fais ça parce Tu que m'étonnes. c'était horrible. Et puis encore C'était là, trop dur. on parle de l'exemple de c'est dimanche et j'ai du temps à perdre pour remonter de la En boulangerie. plus, Mais bien entendu que dans nos modes de vie capitalistes, tu ne perds pas 1 heure et demie le matin avec les enfants qu'il faut poser à en vélo, l'école, l'autre à la crèche, faire les courses, machin. Ça, c'est pas possible. Bref. bien sûr. Bon, Mais c'est là-dessus, une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que là où tu penses qu'on a des désaccords, ils ne sont peut-être pas finalement avérés, mais c'est une vraie question, ce truc de qui décide ce que sont des émissions de luxe et des émissions de subsistance. C'est une question du coup qui est politique au final. C'est quand on a un outil, la voiture étant un outil, jusqu'à où on l'étend et où sont les limites de ça. Je vais prendre l'exemple d'un autre outil dans lequel je parle un peu dans le livre, mais clairement ça bouge tellement vite que j'ai peur que les propos que je porte soient malheureusement déjà datés au moment où ça se publie. Mais bon, ça, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Mais c'est sur l'intelligence artificielle. Moi, il y a une part de moi qui se dit, c'est incroyable les outils de l'intelligence artificielle c'est pour... l'affirmation suivante. Donc, je propose que Ah juste tu d'accord, l'as ok. dit. Non, non, mais vas-y. Vas-y. Continue ce que tu vas dire. Juste, je l'ai dit, comme ça, tu fais, tu Ok, ok, réponds et tu vas-y. fais celle d'après, qui était, il ne faut pas utiliser d'intelligence artificielle. Comme ça, tu fais Ok, les deux en même temps. super, super. Ah, le plus gros... c'est difficile. Bon, je vais dire ce que j'étais en train de dire, parce que ça répond effectivement à ça, c'est les outils d'intelligence artificielle ont des usages qui sont absolument incroyables dans certains cadres. Je sais par exemple que dans les plus grandes instances internationales, ils les utilisent pour essayer d'identifier en avance les lieux de crise pour permettre une évacuation anticipée, limiter les dégâts, les morts, etc. Et je me dis, c'est incroyable d'avoir des outils qui permettent ça. Là où moi j'ai une dissonance interne, c'est est-ce qu'on avait besoin de généraliser ces outils-là à n'importe qui, partout, pour tout le temps, sachant que une part des usages devient un usage totalement récréatif de ah je me demande à quoi je ressemble en mode Ghibli. Et évidemment que moi aussi je l'ai fait parce que bah ça nourrit un truc de ouais, j'ai grandi avec ces trucs, j'ai envie de voir la gueule que j'ai là-dedans. T'as envie de le faire. Et moi, il y a une partie de moi qui se dit j'aurais préféré sincèrement vivre dans le monde où j'ai pas accès à ces technos, où ces technos elles sont pensées que pour des cas hyper spécifiques qui prennent soin de notre humanité, qui nous permettent de faire des choses comme celles que j'ai mentionnées auparavant, éviter des crises et ainsi de suite. Mais j'aurais préféré ne pas avoir l'accès, sincèrement. Parce que une partie de ce que je suis invité à faire, quand tout le monde s'empare du truc,
bah, c'est de suivre le rythme, c'est de s'engager là-dedans aussi. Et ça devient un truc de compétitivité où on le voit partout sur LinkedIn, les entrepreneurs disent si tu prends pas la vague de l'IA, tu vas te faire dépasser. Comme les gens qui n'ont pas pris tous les exemples de l'innovation technologique, etc., qui n'ont pas été suivis et les entreprises qui sont mortes. Sauf que là, le développement de ces technologies est accompagné d'un développement d'infrastructures tellement immense qui transforme complètement tout ce qui nous entoure et qui, par l'émergence des data centers, consomme de l'électricité et qui nous demandent d'en produire plus, qui consomment des terrains qui, du coup, ne font plus leur taf de captation carbone, ça artificialise des sols, ça utilise de l'eau, et il y a des documentaires qui commencent à sortir qui sont des études de ce que vivent les personnes qui vivent à proximité des data centers. Ils n'ont plus d'eau courante, ils sont obligés d'avoir une autre source d'eau, de bouteilles en plastique, etc. Enfin bref, ça crée plein de choses. Et vu l'émergence de ces pratiques, on va être obligé de continuer à en construire de plus en plus en plus en plus. Il y a une stat que je donne dans le livre sur l'Irlande où la part de l'électricité en Irlande, parce que l'Irlande c'est là où il y a tous les centres des GAFAM, Facebook, etc. Et du coup ils sont tous dans la course à l'IA, comme feu la course à l'espace. Du coup en Irlande, en quelques années à peine, j'ai plus la statistique exacte en tête, la part de l'électricité nationale dédiée aux infrastructures IA, aux data centers, est passée de 5 à 20% en genre 2-3 ans. C'est énorme, la multiplication. Et c'est du coup 1/5, si je ne m'abuse, de l'électricité d'un pays tout entier qui est dédié à nourrir les infrastructures pour les données. Et le gouvernement en Irlande a été obligé de dire stop, on ne peut plus rien construire. On arrête les constructions de data centers jusqu'à, je crois que c'est 2027 ou 2028, la date qu'ils ont fixée. Parce qu'en fait, sinon, notre population va avoir des coupures de courant parce que les data centers bouffent l'électricité. Et ça, du coup, c'est des enjeux qui créent, ok, on a besoin de produire plus d'électricité, donc il faut puiser encore plus dans les sols pour construire soit des éoliennes, soit des panneaux solaires, soit des centrales nucléaires, ou alors brûler encore plus de charbon. Enfin, ça fait que la demande mise sur le système Terre augmente exponentiellement. Et c'est là où, du coup, moi, par exemple, je ne suis pas du tout technosolutionniste sur l'écologie parce que la quantité de ressources naturelles nécessaires pour créer les solutions technologiques qui pourraient contrecarrer le problème de base, ça semble impossible à faire. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le fait que le découplage écologique dont parle beaucoup notre gouvernement actuel n'est juste pas possible pour toutes ces raisons-là. Il faut lire Timothée Parikh sur le sujet. Mais du coup, ça n'a pas répondu à ton truc. J'ai posé des petites choses sur l'IA, ça n'a pas répondu à est-ce que la personne qui nous écoute doit utiliser l'IA ou pas. Mais ça donne un peu du contexte auquel tu veux peut-être répondre. Bah écoute, je pense que je vais peut-être te laisser continuer sur l'IA parce que les points qui me viennent en tête, on va les rediscuter dans les deux difficiles. Je pense que la Ok. divergence politique, quand tu dis il y en a pas tant sur la question qui décide, c'est pour ça que j'évoquais en introduction que la divergence reste minime, hein, de toute Oui. façon. On est clairement pas dans des oppositions de lignes. Je pense que la divergence de ligne, elle vient pas d'une divergence des fins, elle vient d'une divergence des moyens. Tout simplement. Oui. Et Oui, que oui. du coup, notamment ce que tu évoques là, c'est pour ça que je rebondirai dessus après, parce que sinon on va partir dans tous les sens, mais la question par exemple d'avoir des data centers de plus en plus nombreux, de plus en plus gros, qui du coup nécessitent d'extraire de plus en plus de ressources, et j'ai envie de dire, le capitalisme, hein, camarade. Bah, clairement. Et c'est pour ça que du coup l'usage de l'IA est généralisé. C'est que le gain par la généralisation de cette technologie auprès de tout le monde est beaucoup plus conséquent que le gain de créer cette technologie uniquement pour des usages très précis, comme ceux que j'ai notés à l'ONU, etc. Et donc effectivement, c'est un problème les entreprises sont récompensées pour la maximisation de leur capital financier. Chose à laquelle j'essaye de répondre d'ailleurs dans le livre au tout début, tu te souviens peut-être, du moment où je repose une nouvelle définition de ce que pourrait être l'entreprise. C'est l'espèce de fil tendu sur toute la section 1 de base. La définition de ce que c'est une entreprise, c'est je prends du capital financier comme une machine, un ordinateur, etc., du capital humain, notre temps de travail, nos compétences, etc.,
et j'essaye de mélanger ces deux choses de la meilleure manière pour créer plus de capital financier que ce que j'ai mis au début. Ça veut dire que la fin de toute entreprise, c'est la génération d'un capital financier plus conséquent que celui qui est investi et du temps humain qui est investi. Et ça, à mon sens, cette définition-là, qui pourrait être du coup une des bases fondamentales du capitalisme, est une des problématiques qui font que les problèmes écologiques existent. Oui, ben alors, oui, je me rappelle très bien de cette partie-là, puisque tu imagines bien que quand j'ai vu le mot capital, je me suis dit, ça c'est pour moi. Ça c'est ma cam. Bah moi, il m'est venu deux choses sur cette partie-là. La première, qu'on va peut-être pas développer, on s'en est parlé vite fait en off tous les deux, c'est la question d'avoir une distinction du capital financier, du capital humain et du capital naturel. Alors moi, ma lecture marxiste, la toute première, c'est de dire ben, le capital financier, il n'existe pas sans le capital humain puisque c'est l'extraction de plus-value. Et puis d'un second temps, de dire, en même temps, le capital humain, c'est du capital naturel puisqu'on n'a pas de distinction homme-nature, machin. Bon, Oui. ça c'est le premier truc qui m'est venu. Le deuxième truc, ça rejoindra nos affirmations difficiles d'après, c'est que ce que toi tu appelles capital financier, nous l'appelons capital constant. Donc le capital des machines, des terres, des usines, etc., etc. Ce que tu appelles capital humain, nous l'appelons le capital variable, et que ces deux capitaux, si je puis dire ça comme ça, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. C'est que du coup, la propriété privée des moyens de production va extraire de la plus-value, va extraire, va s'approprier, va extorquer la plus-value pour effectivement faire du profit, et donc bien entendu après on va retomber sur la même conclusion, accumulation de profits, etc. parmi toutes les conséquences formidables de ce système économique et social que je ne respecte qu'à moitié, comme chacun le sait. Et donc, cette histoire de plus-value, bon là, je vais enfoncer une porte ouverte pour n'importe qui s'intéresse un peu sérieusement à l'écologie, j'imagine bien, hein. C'est que de fait, c'est un système qui est profondément incompatible avec la question écologique, puisque pour lutter contre leur baisse de profit, ils auront besoin d'exploiter de plus en plus d'humains, de plus en plus de ressources planétaires. Et bien entendu, ça me donne aussi l'occasion d'ouvrir la question impérialiste, puisque bien entendu, cette question écologique, il me semble qu'elle doit être antiraciste, parce que le capitalisme a un fonctionnement monopolistique et donc impérialiste, et que bien entendu, ils auront besoin d'aller extraire, et ils le font déjà depuis très longtemps, bien entendu, des ressources naturelles et humaines ailleurs. Qu'ils vont aller exploiter, et la plupart du temps, voler, bien entendu, et que donc ça pose bien entendu la question impérialiste au milieu, quoi. Bah sur ce sujet-là, pour rebondir très brièvement, parce que encore une fois, ce n'est pas un sujet dans lequel j'ai pu plonger clairement dans le livre. En fait, je pense que le rôle de mon bouquin, c'est ouvrir plein de portes pour des personnes qui n'ont pas encore offert toute leur pensée à ce sujet. Et du coup, j'ouvre plein de curiosités, par exemple, d'où il vient mon ordinateur. Comment c'est possible que mon ordinateur, là, sur lequel on enregistre cet épisode, existe? C'est quoi les ressources qui sont nécessaires pour ça? C'est quoi les systèmes d'approvisionnement de ces ressources pour que ce soit fabriqué dans une usine? Moi, j'ai un Mac, donc en fonction de où c'est fabriqué, où c'est distribué, pour que je ne sais quelle personne mette son petit logo dessus et dise c'est moi qui vais prendre une grande partie de la valeur parce qu'il y a mon logo dessus. Et ça, il y a énormément de gens ne le savent pas. Par exemple, en ce moment, un détail que je peux donner là-dessus, c'est que l'immense majorité des conflits géopolitiques dans le monde sont orientés ou ont une grande part de causalité dans comment on fait pour avoir accès aux ressources naturelles nécessaires pour la digitalisation. L'Ukraine, par exemple, ils ont des stocks de matières rares nécessaires pour la digitalisation, pour l'ère de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que les États-Unis ont essayé de faire ce deal d'ailleurs de on vous garantit votre sécurité, mais par contre vous nous laissez accéder à vos ressources. Enfin bref, la plupart des conflits géopolitiques tournent autour de ça. Pourquoi ? Parce que toutes les puissances du monde savent que la civilisation, bon là c'est plutôt la civilisation pays du Nord général et occidentale, comme elle se digitalise de plus en plus, l'existence de cette civilisation digitale dépend de l'accès aux ressources. Et donc, il y a ce truc de si je veux maintenir le mode de vie qu'on a construit là et qu'on continue de développer, je suis obligé d'aller conquérir des terrains pour ça. Et plus le problème écologique va s'approfondir, plus ça va être le cas. À un moment donné, je pense qu'on aura des guerres pour
où sont les seuls endroits où la météo permet encore de faire de l'agriculture. Et donc il y aura des conflits géopolitiques pour avoir accès à ces terrains-là, pour pouvoir nourrir sa propre population. Et quand on nourrira plus sa propre population, il y aura la question de quelle part de la population on sauvegarde ou pas. Et c'est là où du coup on rejoindra des enjeux comme l'antiracisme. C'est que en fonction de qui est au pouvoir et de quelles sont les directions politiques qui sont prises, malheureusement on sait très bien qui sera priorisé si les ressources pour nous nourrir manquent. C'est pour ça que l'écologie est d'ailleurs un sujet qui, à mon sens, c'est la cause qui relie toutes les causes. Et on parle souvent du fait que la plupart des enjeux sociaux se réunissent. Le féminisme rejoint l'antiracisme, enfin, toutes ces choses se réunissent, sauf les mouvements qui essayent de s'en emparer pour faire valoir leur propre idéologie. Mais pour moi, l'écologie rejoint tout. Si on ne résout pas la question écologique, à un moment donné, la question de l'antiracisme, ce sera un challenge encore plus gros. Si on ne résout pas la question écologique, les enjeux du féminisme, pareil. Enfin, tout va gonfler à mesure que le problème de la survie de notre espèce gonfle. Alors, je pense que là, on arrive du coup à notre divergence, tu vois. C'est que du coup, je suis d'accord partiellement avec ce que tu dis, sur le côté intrication systémique, quoi, tu peux dire ça comme ça. Par contre, là où j'ai un désaccord, c'est la question des moyens, et pas de la fin, tu vois. C'est que, pour moi, notre lutte centrale est une lutte anticapitaliste, et elle est centrale parce qu'elle relie la question féministe, la question impérialiste, et donc antiraciste, la question écologique, bien entendu, etc., etc., tu vois. Et que, au même titre que sur la question féministe que je connais bien, je vois très bien l'impasse du féminisme libéral, Ouais. d'un féminisme qui ne conçoit pas la lutte anticapitaliste, donc ça nous met, alors peut-être ça libère effectivement certaines femmes bourgeoises, bien entendu, mais que du coup on n'a pas une démarche féministe au sens où ça ne libère pas toutes les femmes, et que du coup sur la question écologique de la même manière, on a parlé un tout petit peu en off, alors on va peut-être pas ouvrir ce truc-là, mais on s'est dit avec Thomas en off au début de l'émission que ça serait intéressant d'en faire le sujet d'une des émissions en stream Entreprendre ses politiques pour qu'on ait le temps de voir les tenants et les aboutissants de ce sujet, du sujet de l'écofascisme. Et c'est justement sur cette question des moyens qu'on va avoir un désaccord, parce que alors, par contre, je vois très bien comment effectivement tu vas te retrouver avec des conflits géopolitiques pour s'accaparer les terres agricoles, par exemple, et puis qu'après on va dire, en fait, il y a trop de monde, hein, voilà, donc du coup, qui c'est qu'on dégage? C'est rigolo, je sens venir la réponse droit devant, comme c'est le problème que je peux également avoir avec certains courants anti-tech décroissants, tu vois. Oui, bien sûr, on va revenir bien sûr. Et qui va s'occuper des mioches? Laissez-moi deviner, qui va s'occuper des maisons, hein, qui va s'occuper des hommes, c'est marrant. Et donc, peut-être non, je vais pas le faire dans ce sens-là. Je lisais du coup chez Marx pour changer. Idée qu'il partage avec Kropotkin, du coup, l'idée que le développement des forces productives, donc en français l'innovation, comme ils disent, elle vient des travailleurs. C'est les travailleurs et les travailleuses qui, par leur travail, développent les forces productives, et que donc le progrès technique et social, il est le fait des travailleurs et des travailleuses. Et donc ce développement des forces productives, il est inhérent au fait que il y ait du travail, de toute façon. C'est que les travailleurs et travailleuses, ils développent leurs forces productives, donc il y a un progrès technique et social. D'ailleurs, parenthèse, que les capitalistes vont se réapproprier pour dire c'est nous qui faisons l'innovation. S'il y a plus de capitalisme, il n'y a plus d'innovation. S'il y a plus Bernard Arnault, il n'y a plus d'innovation. Quelle innovation a pondu Bernard Arnault? Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, tu vois, j'ai l'impression que sur ces sujets-là, ce qui nous emmènera aux trucs les plus difficiles à discuter, il y a là des enjeux vraiment de positionnement autour de la question anti-tech ou des technosolutionnistes d'un côté jusqu'aux anti-tech de l'autre. Tu vois, la question d'une écologie, on l'a évoqué un peu plus tôt, qui est plus libérale et donc souvent plus bourgeoise, et qui du coup va avoir des lois ou des réglementations qui vont laisser de côté tout un pan du champ social, qui du coup peut d'autant moins s'intéresser à ces sujets-là que, bien entendu, eux, ils sont écolos. De toute façon, c'est pas à eux qu'il faut casser les pieds. Et donc, du coup, il y a un espèce de truc, tu vois, de gens très aisés qui s'intéressent à la question écologique en disant c'est les autres, alors qu'en fait, c'est eux, mais que leur argumentaire ne les concerne jamais eux-mêmes. Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? En fait, moi, je pense, tu dis
ce que je trouve intéressant, c'est de poser. Moi, j'ai dit la métacause, c'est la cause écologique. Toi, tu dis la métacause, c'est la cause anticapitaliste. En réalité, je pense quelque part que je suis aligné avec ce que tu dis. Que si je tire le trait de mon analyse, on arrive forcément au stade où on se dit le problème, il est au niveau de comment le système qui régit la vie entre êtres humains est pensé. Mais je pense que la raison pour laquelle je rentre par cette case de la métacause et l'écologie, c'est que pour une population entrepreneuriale notamment, qui a baigné dans certains discours depuis très très longtemps qui sont dominants dans notre écosystème, le discours que j'essaye de porter, j'ai l'impression, et peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il est plus facilement entendable et que je peux tirer les gens petit à petit vers les conclusions qui mènent ensuite à ce que toi, tu as déjà dans tes convictions profondes, et que du coup, ça emmène ces petits pas. Et en fait, je me rends compte que c'est une des questions que je soulève à la place dans le livre à la fin, c'est la question de quel rôle on joue dans ce combat. Et j'essaye de donner différentes façons de le regarder pour que les gens puissent se dire à la fin du livre, ok, moi, le rôle qui me parle, c'est celui-ci. Et j'ai l'impression que moi, souvent, le rôle que je prends, c'est d'essayer d'être l'allié, entre guillemets, des méchants. Ou en tout cas, l'allié des personnes qui n'ont pas encore intégré pleinement tous ces enjeux dans leur vision du monde, et les tirer petit à petit vers ça. Et c'est pour ça que je traîne beaucoup dans les milieux entrepreneuriaux assez libéraux. J'ai traîné beaucoup dans l'écosystème startup avant. Et en fait, je me rends compte que j'ai cette force d'être le caméléon, de parler le langage et d'emmener petit à petit à des nouvelles réflexions qui font qu'il y ait un changement. Là où je pense que toi, ton rôle, il est plus frontal et que du coup, tu es un peu plus dans je tire la fenêtre d'Overton à l'extrême inverse et que ça permet de rendre des discours comme le mien peut-être plus entendables. Donc je pense qu'on est assez aligné au final en vrai sur les moyens finaux. Simplement, on a des rôles différents et des stratégies différentes dans comment est-ce qu'on y advient petit à petit. Et je dirais que c'est la même chose sur l'usage de l'intelligence artificielle. Comme ça, je reboucle sur est-ce qu'on doit utiliser l'IA en tant qu'individu. À mon sens, si on fait une lecture écologique de l'usage individuel de chaque personne de l'intelligence artificielle, il faut prendre en compte ce que j'ai appelé dans le livre les éco-impacts de ce qu'on fait avec nos entreprises. Il y a l'éco-impact direct, j'utilise l'IA, ça consomme de l'électricité, ça fait appel dans un data center différent dans le monde selon l'outil que j'utilise. Si c'est OpenAI, ce ne sera pas au même endroit que si c'est le chat de Mistral. Donc ça consomme des ressources naturelles pour l'usage direct. J'écris un message, je reçois une réponse. Ça, c'est l'usage direct. Ensuite, il y a l'usage indirect. Le fait d'utiliser ces technologies et de rémunérer les personnes qui les ont créées, ça maintient un système, une infrastructure nécessaire pour que ça tourne. Donc je fais en sorte que quelque part, ces boîtes, elles sont récompensées pour continuer de construire des data centers, continuer de faire tourner ces machines, entraîner des nouveaux modèles avec toutes les conséquences qu'on connaît à l'entraînement des modèles. Donc ça, c'est l'impact indirect. C'est pas ce qui se passe quand j'envoie mon message, s'il te plaît, aide-moi à faire mon calendrier éditorial, mais c'est ce que je maintiens comme système en vie. Mais ensuite, il y a aussi l'impact potentiel de quels sont les comportements que je peux soit accentuer, soit diminuer du fait de mon usage. Et c'est là où du coup on rentre dans un endroit où c'est très difficile d'avoir une réponse parfaite, de se dire ah c'est bon j'ai la réponse. Mais je vais donner un exemple. Imaginons qu'il y ait un média hyper pertinent sur l'anticapitalisme qui utilise des outils IA pour augmenter sa puissance médiatique de 10 fois et avoir 10 fois plus de parts de voix, 10 fois plus de visibilité dans son combat. Est-ce que c'est pertinent? Parce qu'ils utilisent l'IA, mais en même temps, ils font que 10 fois plus de personnes sont sujettes à ce discours et peuvent changer leur façon de fonctionner dans le monde, et donc il y a des effets rebonds. C'est là où, du coup, je pense que c'est une question importante de quel est le rôle que je joue. Est-ce que je joue le rôle d'aller dans le combat médiatique? À mon sens, le combat médiatique, il a une énorme place pour toutes ces luttes. Comment je fais pour que ces sujets soient plus présents dans les médias, de plus en plus mainstream, pour qu'une plus grande part de population les voit, et que ça reste pas juste des convaincus qui se félicitent entre convaincus de lire les mêmes choses. Ou est-ce que le rôle que je choisis, c'est un rôle d'incarner le plus parfaitement possible, au niveau de mes moyens, les solutions qui existent déjà, auquel cas, peut-être que je ne veux pas utiliser l'IA du tout,
parce que c'est une technologie problématique. Pas du tout le même rôle, mais je pense que les deux rôles sont hyper nécessaires et doivent collaborer ensemble sans se dire, toi, t'es le méchant parce que tu utilises l'IA pour faire de la réverbération politique. Toi, t'es le méchant qui fait que du low-tech, t'as rien compris aux enjeux. En fait, les deux sont importants et doivent collaborer. Je sais pas si ça fait sens dans ce qu'on dit, tout ça, mais... En tout cas, je pense que sur cette question de divergence, elle se situe aussi ici. Alors, je suis d'accord avec ce que tu disais avant de... je sais plus comment tu l'as dit, genre qu'on était d'accord sur le truc au final, mais qu'on n'y allait pas du même endroit avec une ligne plus radicale de mon côté et une forme d'entrisme, entre guillemets, de ton côté. Donc là-dessus, je suis d'accord, ce que je disais tout à l'heure, hein, divergence des moyens, pas de divergence des fins. T'as parlé de fenêtre d'Overton, je dis juste en deux mots... pour celles et ceux pour qui c'est pas très clair, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre des idées, on va dire, dicibles, acceptables dans l'espace public qui a été bien tiré à droite, très très à droite Très, ces très à dernières droite. années. Et donc, effectivement, ça fait aussi partie des stratégies de la gauche, d'avoir des voies beaucoup plus radicales qui permettent de retirer la fenêtre d'Overton un peu à gauche, comme je peux la porter apparemment à certains endroits, et donc de laisser les camarades... certains autres camarades avoir un discours qui soit beaucoup plus entendable. C'est ça qu'évoquait Thomas juste avant. Par rapport à ce que tu viens de dire sur l'intelligence artificielle, je pense que tu vois, à la fin, donc tu posais la question de est-ce que, par exemple, le média anticapitaliste qui utilise l'intelligence artificielle, est-ce que du coup, quelque part, machin, ça s'entend pas, etc. En fait, je pense que ici, il y a un enjeu dans le positionnement politique qu'on va avoir, parce que ici, ce que tu soulèves, c'est une question de philosophie morale, à savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un positionnement déontologique ou un positionnement conséquentialiste, voire utilitariste de ces questions-là. Et je pense que les courants dans lesquels moi je me situe, ne pensant pas à la question morale, mais c'est-à-dire c'est pas qu'on la pense pas parce que on passe à côté, c'est qu'il y a une volonté concrète de ne pas rentrer dans la question morale pour rester sur la question matérielle. C'est ça, je pense, qui fait des divergences de lignes, tu vois. C'est que c'est plus la manière dont les sujets sont questionnés, quels sujets sont questionnés, et qu'effectivement, sur l'intelligence artificielle, bon, c'est pas le meilleur sujet sur lequel il faut que je m'embarque, parce que moi, je le connais vraiment, non seulement beaucoup moins bien que toi, et puis pas vraiment, quoi. Mais par exemple, sur d'autres sujets que tu as évoqués avant, effectivement, je vais pas beaucoup me poser la question comme tu le disais à la fin, tu vois, pour pas tomber dans un truc de savoir qui est gentil, qui est méchant, et qu'on se retrouve avec un débat politique du type ah tu es méchant, c'est pas gentil. Ok, super, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je trouve que c'est de la description. Et cette description, elle va bien sûr être dépendante des positions sociales des interlocuteurs dans ce débat, mais finalement l'un et l'autre ne font que décrire, voilà, bon, la position sociale et donc morale de la personne qui est en face. Et donc il me semble que c'est intéressant, et c'est là que on arrive dans les questions difficiles. C'est-à-dire dans les affirmations de niveau plus difficile. Alors quand je dis difficile, c'est au sens où là, pour le coup, dire vrai ou faux, ça va être un peu plus compliqué. Mon sujet, c'est le système productif, à savoir celui dans lequel nous nous trouvons, le système capitaliste. Thomas l'a dit d'une autre manière tout à l'heure en disant les règles qui régissent les interactions entre humains. Moi, j'appellerais ça donc le capital, le rapport social du capital. Donc, c'est la même chose. Dans ton livre, à un moment, tu nous parles du modèle d'entreprise régénérative. Oui. Question provoque. Est-ce que le modèle d'entreprise régénérative, c'est pas du capitalisme européen en vert? Est-ce que c'est pas une espèce de keynésianisme vert? On met un pansement sur le Titanic. Je sais pas si les gens maîtrisent le terme keynésianisme du coup, mais peut-être C'est que pour ça si. que je dis, c'est du capitalisme européen en vert, c'est un pansement sur le Titanic. Ok. Je vais dire pour les gens qui ne maîtrisent pas ce que c'est le modèle régénératif, du coup, c'est un modèle où la finalité de l'entreprise n'est plus la génération de moyens financiers, mais la régénération des ressources dont elle dépend via ces moyens financiers. Je prends un exemple à la con. Je suis une entreprise qui fait des carnets. Pour fabriquer ces carnets, j'ai besoin de bois, de papier, donc le papier issu du bois. Et donc le but de mon entreprise, ce n'est pas de produire des carnets pour les vendre, c'est de produire des carnets pour que la marge que je me génère me permette de planter plus d'arbres et créer plus de forêts que celle que je consomme pour fabriquer ce papier. C'est une direction que prennent beaucoup les mouvements écologistes, effectivement plutôt ancrés dans les courants libéraux capitalistes, comme transition d'un nouvel modèle entrepreneurial qui prend en compte le fait que 100% des entreprises dépendent des ressources naturelles. On en est
peut-être plus ou moins distants selon les sujets. Une entreprise qui fait des carnets, elle est très au courant qu'elle dépend du bois, qui est une ressource naturelle et renouvelable. Nous, entrepreneurs qui faisons de la prestation de services ou de la prestation intellectuelle sur Internet, on est beaucoup moins au fait des ressources naturelles dont on dépend. On en est beaucoup plus éloigné. Je te mentionnais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va dans notre ordinateur. Tu branches ton ordi pour le recharger, tu ne sais pas d'où vient l'électricité. Mais un jour ou l'autre, toutes ces choses, c'était de la ressource naturelle. Donc 100% de nos entreprises dépendent de ces ressources naturelles et le grand problème écologique, c'est qu'on consomme beaucoup plus de ces ressources naturelles que celles que l'espace de notre habitat est capable de nous fournir. C'est pour ça que le jour du dépassement, que vous connaissez peut-être, est de plus en plus tôt chaque année, c'est qu'on consomme trop les ressources par rapport à celles qu'on produit. Et du coup, je pense que le modèle de l'entreprise régénérative, sans être une solution, sans sens, peut-être, comme tu dis, un pansement, c'est un modèle transitoire. Dans le sens où le problème du développement durable, c'est que le but du développement durable, c'est faire durer une situation le plus longtemps possible. C'est mon entreprise n'est plus une entreprise qui crée des problèmes, c'est une entreprise qui maintient l'existant. Mais le développement durable, ça aurait été bien si on n'avait pas déjà défoncé plein de trucs. Dans le livre, je parle aussi des limites planétaires, on en a dépassé l'immense majorité, c'est 7 sur 9 maintenant. Ce sont des choses qui sont cassées. Et le but, si on se dit le but c'est le développement durable, ça veut juste dire, en fait, le but c'est de maintenir le plus longtemps possible une situation qui est déjà cassée. Donc c'est là où je pense qu'il y a du sens à la pensée de l'économie régénérative, qui est comment je peux faire pour régénérer une partie de ce qui a été brisé, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais réparer, on est allé trop loin, et du coup, peu importe ce qu'on fait, ça va pas pouvoir les ramener en arrière, parce qu'il y a des effets des trucs qui s'enchaînent. Mais je pense que c'est là où c'est intéressant. Comment on répare la plus grande partie possible de ce qui est cassé, en orientant l'objectif de notre génération de valeur vers ces finalités-là, pour qu'ensuite, une fois que ça a été fait, et pendant ce temps, on puisse penser à un nouveau système qui ne dépend plus de ce dont on a dépendu par le passé. Donc un système qui ne dépend plus d'une croissance annuelle de nos économies. Pour l'instant, la façon dont on est organisé dépend de la croissance annuelle de nos économies, et c'est ce que les gouvernements libéraux et néolibéraux essayent de faire, mais n'arrivent pas à faire, parce qu'on arrive au stade où, notamment par une analyse écologiste, ce n'est plus possible de maintenir une croissance annuelle de nos économies. On a atteint la fin de ce modèle-là. Mais l'opinion publique générale humaine, je pense, n'est pas prête pour un basculement de système radical maintenant. Peut-être que ce serait souhaitable, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas assez ce sujet pour savoir exactement comment ça pourrait se passer et à quoi ça pourrait ressembler. Mais j'ai l'impression que le modèle de l'entreprise régénérative est un modèle transitoire pertinent pour réparer une partie de ce qui a été cassé en attendant qu'un nouveau modèle émerge. C'est tout comme Timothée Parric parle de la décroissance, non pas comme la finalité, mais comme un modèle transitoire pour retrouver un état où un équilibre est possible, pour ensuite rentrer dans une ère de la post-croissance, où c'est un nouveau système qui ne dépend pas d'une croissance annuelle de nos économies. Donc, peut-être que c'est facile au final, cette affirmation. Ouais, c'est un pansement. Mais je pense, comme n'importe quelle blessure, il faut penser la blessure et ensuite trouver une autre façon de fonctionner qui ne recrée pas la blessure. Bon, de toute façon, ça c'est un gros débat de la gauche. Est-ce que donc je dis c'est une forme de keynésianisme. Est-ce que, par exemple, dans la question économique, est-ce que le keynésianisme, qui est par exemple la ligne économique de la France insoumise, hein, pour situer un petit peu concrètement à celles et ceux qui nous écoutent, donc qui, n'en déplaise aux médias dominants, n'est pas du tout une ligne anticapitaliste, hein, et que justement c'est le débat de est-ce que, en attendant la fin du capitalisme, il vaut pas mieux du keynésianisme, donc qui est en gros un espèce de capitalisme redistributif des richesses, hein, si on peut dire ça comme ça, que ce qu'on a aujourd'hui, versus d'autres lignes qui disent non, c'est mettre le capitalisme sous assistance respiratoire, et donc ça lui permet de tenir encore des dizaines, voire des centaines d'années, là où on aurait pu faire advenir le post-capitalisme. Bon, je crois que c'est à peu près la même question qui se pose sur la question de l'entreprise régénérative. Du coup, c'est est-ce qu'il vaut pas mieux ça
que de toute façon, des entreprises qui torpillent les ressources planétaires, humaines, tout d'ailleurs, euh, Ouais. voilà, ou est-ce que ça met sous assistance respiratoire ce modèle libéral qui peut juste se peindre en vert, quoi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que il y a un vrai risque que ce soit de la fausse écologie, mais je pense qu'il y a un modèle transitoire qui est vraiment aligné avec les objectifs et la réalité des faits, qui effectivement prend une partie du système actuel pour le transformer. Et souvent tu parles d'idéalisme, toi, on est accroché à des idées qui sont belles, etc. Et je crois que c'est là où du coup moi j'ai en tout cas une partie de ma réflexion sur ce sujet que je n'arrive pas à me sortir, qui est je ne crois pas qu'à moins d'une prise de pouvoir avec beaucoup, beaucoup de souffrance, on puisse avoir une transition totale de système dans une quasi-immédiateté. Et c'est pour ça que souvent, la façon dont je me dépeins mon rôle dans tous ces combats, c'est d'être le pont entre deux mondes. C'est de réussir à faire ce pont-là. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit possible de faire autrement. Et ça, c'est aussi la place naturel qui émerge pour moi et que du coup je suis, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense que, encore une fois, on le disait un peu en intro avant de commencer à enregistrer, le livre que j'ai écrit, il est pour une population particulière, il a un objectif particulier qui est potentiellement un objectif transitoire vers le fait de s'embarquer dans un autre modèle de pensée derrière les- peut-être que le livre emmène vers que les gens écoutent davantage ce que tu racontes aussi, tu vois. Non, mais Mais moi, je pense que, au contraire, la réflexion que tu emmènes là, sur ton livre, à qui il s'adresse, est-ce qu'il faut une transition, etc., c'est au contraire une pensée matérialiste. Puisque tu parlais d'idéalisme qu'on oppose donc en philosophie à une épistémologie matérialiste. En deux mots, l'idéalisme en philosophie, c'est pas le fait d'avoir un idéal, etc. D'ailleurs, l'extrême gauche est normalement matérialiste et pour autant bourré d'idéaux. L'idéalisme, oui, c'est de penser que le changement, etc., ça vient des idées. oui, C'est le monde des idées, quoi. Et là où les matérialistes, eux, ils disent non. Enfin, les matérialistes dialectiques marxistes, on va pas faire 3 heures de philo maintenant, mais eux, ils disent de manière très simple, non, non, c'est pas ça. C'est tes conditions d'existence créent ta conscience. Et donc, c'est oui, tes conditions matérielles d'existence qui créent ta conscience. Et donc, du coup, moi, je pense que se poser la question que nous nous posons tout le temps à gauche, de toute façon, hein, c'est une question matérialiste. Savoir, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'entrisme? Est-ce qu'il vaut mieux des radicaux? Est-ce que c'est la gauche réformiste qui a raison, c'est-à-dire plutôt la branche radicale d'Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise? Est-ce que c'est les réformistes qui ont raison, c'est-à-dire il faut faire des compromis, faire des alliances, pour atteindre les postes de pouvoir, pour réformer l'appareil d'État, pour réformer l'appareil productif. Ça va s'opposer bien sûr à des lignes révolutionnaires qui disent non, pas de réforme, pas de compromis, enfin pas de compromis au sens institutionnel, hein, parce que des compromis ils en font ailleurs, mais bref, plutôt voilà par la prise de pouvoir, qui peut être une prise de pouvoir armée, qui peut être une prise de pouvoir pacifique, bref après il y a plein de courants, on va pas se les développer ici, mais du coup je oui. pense que la réflexion autour de ton livre, c'est une réflexion matérialiste quoi, c'est de dire à qui je m'adresse et donc cette cible là. Effectivement, si je débarque avec 400 pages d'anticapitalisme, bah en fait, si c'est pour qu'ils ne le lisent pas, bah c'est pas efficace ce que tu fais, tu vois. Donc du coup, ça sert à rien. Tout à fait. Et c'est là où je pense que, au final, on tend vers la même direction par des points d'entrée différents. Ce qui m'emmène à ma dernière affirmation difficile, puisque je vois quand même que le temps passe et je nous connais, on peut rester là 3 heures. Tout à fait. Dernière affirmation avant la série finale. Affirmation de niveau difficile. Tant que les moyens de production restent privés, toute écologie est soumise à la logique du profit. Tu peux me la répéter, s'il te plaît? Bien sûr. Tant que les moyens de production restent privés, toute écologie reste soumise à la logique du profit. Je pense que j'ai envie de changer le début de la phrase. Thomas, il a pas compris le principe de En fait, non, en l'équilibre. fait, je vais dire la phrase à laquelle je pense et ensuite ça me permet d'illustrer. Je Vas-y. pense que là où je pourrais dire un oui très franc, c'est tant que nos besoins primaires de subsistance ne sont pas assurés par une pensée systémique, l'écologie se restera dans une logique de profit. Dans le sens où, tu le sais très bien, nous autres entrepreneurs, et je vais parler spécifiquement aux entrepreneurs ici, on a un enjeu de faut vivre quoi.
Il faut qu'on puisse sortir un revenu qui nous permet de payer nos loyers, notre bouffe, nos besoins primaires. Le jour où il y a un système global pensé pour que juste le fait d'exister te permette de mériter, de te loger, te nourrir, te vêtir, etc. À partir de ce moment-là, a priori, même si les outils de production restent privés, à mon sens, l'écologie peut sortir d'un rapport de profit. Parce que tu n'as plus besoin de générer les finances pour ta survie conditionnelle. Tu pourrais te dédier 100% de ton temps actif, puisqu'il ne peut plus besoin de générer ce dont tu as besoin pour survivre, à toute forme de militantisme qui n'a aucun revenu associé, etc. Donc j'ai plus envie de dire que je vois le point de bascule à cet endroit-là que le fait que les moyens de production soient privés ou non. Et peut-être que c'est là aussi où du coup tu maîtrises mieux cette dimension-là de la pensée marxiste, etc. que moi, et que tu m'apporteras des regards complémentaires. Mais dans ma vision de la chose, c'est plus là où je vois le point de bascule. C'est que la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une réflexion entre guillemets autour du profit ou de la marge ou de la génération de revenus avec nos entreprises, c'est parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous protéger, quoi. À un moment donné, t'as le cul dans les ronces. Et si c'est pas toi qui te sors le cul des ronces, bah tu dors dans les ronces. Et pour ça, en effet, malheureusement, il faut avoir la manière de réfléchir à si ma subsistance dépend de mon entreprise en tant qu'entrepreneur, comment je fais pour faire coïncider le fait de rentrer dans un raisonnement où je génère un chiffre d'affaires avec une marge assez grande pour me rémunérer en tant qu'être humain, tout en ayant la pensée et le fonctionnement écologiste le plus pertinent possible. C'est là la marge de manœuvre qu'on a pour l'instant. Et je pense que c'est possible de coïncider les deux. En tout cas, dans un modèle transitoire régénératif, clairement. Peut-être que demain, ça changera. Je l'espère. Mais je pense que ouais, là où je dirais un grand oui sur l'affirmation, c'est plutôt sur le fait que nos besoins primaires soient répondus par structure sociétale. Alors, que les besoins primaires soient satisfaits par des structures sociétales, c'est-à-dire? Globalement, je parle d'un revenu universel, enfin ce genre de truc-là. C'est si Oui. t'as plus besoin de te préoccuper de est-ce que je vais pouvoir payer Hmm. mon loyer et bouffer demain, bah du coup, ta logique d'engagement écologique sort des recherches de profit. Mhm. Oui, on est d'accord. Et donc, du coup, ton revenu universel, il est versé par qui dans ton idéal? Je sais pas si j'ai un Bah. idéal, mais une forme de redistribution par les taxes, etc. Hmm. Ça, encore une fois, je maîtrise pas suffisamment les leviers de comment le faire advenir, parce qu'il y a effectivement plein de courants différents dans revenu universel, salaire à vie et ainsi de suite. Je maîtrise pas suffisamment les nuances, mais globalement, je me raconte que à la nuance près, si moi, en tant qu'être humain, j'ai ma capacité de survie assurée, Hmm. bah du coup, j'ai plus une obligation de recherche de profit dans mon engagement. Bien sûr. Mais en fait, parce que tu as dit tu maîtrises mieux le sujet que moi, mais en fait, je crois que la conclusion de ta réponse répond à la question initiale, c'est-à-dire tant que les moyens de production sont privés. Alors, c'est vrai qu'il faudrait refaire la phrase, il faudrait dire en propriété privée lucrative pour être précis. Toute écologie reste soumise à la logique du profit. Bah en fait, oui, parce que tu vois bien qu'en fait la manière que tu as de sortir de ce truc-là, du coup par exemple ça va être le revenu universel ou le salaire à vie, c'est-à-dire d'avoir une production socialisée et qui donc n'est plus à la propriété privée individuelle. Elle est à la En tout cas, propriété de l'État ou elle est à la propriété, comme la sécurité sociale par exemple, des représentants des ouais. paysans pour l'alimentation, enfin tu vois. En tout cas, une partie. Parce qu'il y a certains modèles de revenu universel où tu as ton revenu de base et ensuite Mm, tu es libre de faire quoi que ce soit. Et on mm, pourrait tout à fait imaginer un scénario de ça où, bah, juste ici, on fait exactement ce qu'on fait toutes les deux, mais on sait que quoi qu'il arrive, mm. on a assez de thunes pour la survie. Et donc, quelque part, nos enjeux entrepreneuriaux deviennent, OK, c'est plus comment je me verse un salaire, mais c'est comment je fais pour que les messages que je diffuse sur mon podcast puissent grossir. Je réinvestis davantage dans le fait de diffuser ça. Je réinvestis dans le fait de faire une production de qualité. Je réinvestis dans le fait de faire bosser d'autres personnes avec moi et je crée une œuvre qui est beaucoup plus collaborative parce que la marge que je génère peut être réinvestie, tout en restant propriétaire de l'entreprise, tu vois. Parce que tes Oui. moyens de besoin, ils sont remplis. Donc j'ai l'impression que
Tu vois, ça, c'est un scénario où les deux pourraient être vrais. Il y a Après, la propriété privée lucrative, mais t'as plus besoin de sortir la lucrativité. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'emparer de ça pour ne pas rechercher le profit. bah, en fait, c'est plutôt je pense, effectivement, une confusion qui est souvent faite dans le marxisme, c'est que, d'ailleurs, je cite Antoine Vatan pour ça, qui est un prof d'économie d'orientation marxiste, qui dit vous pouvez tout à fait défendre Marx en étant pour la propriété privée. Le problème qui est montré par la description de Marx, puisqu'encore une fois, Marx il fait pas de prescription, il fait de la description, notamment dans le Capital, euh, c'est la description de la propriété privée lucrative. Donc en fait, Marx n'a pas de problème avec le fait que je sois propriétaire de mon stylo. Marx dit le problème qui va commencer à se poser, c'est quand j'aurai la propriété privée lucrative de ce stylo. C'est-à-dire que Thomas en a énormément besoin, sauf que lui n'a pas les moyens d'être propriétaire de ce stylo, et donc moi je vais me mettre à lui louer mon stylo, et donc moi je vais me faire de l'argent sans travailler sur le fait que lui il fait du gratte-papier toute la journée avec un stylo qui m'appartient. Donc c'est moi qui ai la domination, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis propriétaire du capital, et j'exploite sa capacité à lui à avoir de bonnes idées, à les écrire et à avoir un poignet très très mobile et très flexible pour écrire plein de lignes. Et il va produire, je sais pas moi, une valeur de... alors je reprends les chiffres d'Olivier Besancenot, je les ai pas vérifiés, mais j'ai toute confiance en Olivier, que là en France, en moyenne, un travailleur ou une travailleuse, ça produit 70 € la journée, et en moyenne, l'heure, pardon, c'était l'heure, c'était la journée, je crois. La journée, oui, vu les chiffres, c'est la journée. Et payé en moyenne 18 €. Donc cette question justement de l'extraction, de l'extorsion de la plus-value. Ok. Donc du coup, notre ami Burbidge, il écrit ses lignes là avec mon stylo que je lui ai loué, machin. Et donc il va produire, admettons, pour 100 € de lignes. Et moi, je vais lui verser 20 balles, et je vais récupérer 80 €. Ça, c'est de la propriété privée lucrative. Et donc, effectivement, il faudrait refaire mon affirmation dans cette idée que tant que les moyens de production sont privés au sens de la propriété privée lucrative, c'est-à-dire que tu peux te faire de l'argent par le fait d'être propriétaire de quelque chose, ton écologie, à mon sens, elle reste soumise à la logique du profit, parce que de toute façon, mais ça, c'est justement la pensée marxiste, c'est de dire, on va pas compter sur le fait que les gens soient gentils ou soient méchants, c'est pas notre sujet. C'est qu'en fait, si je suis mise, moi la première, hein, dans des conditions de pouvoir exploiter des gens, tu vas exploiter des gens. Pas parce que tu es gentil ou parce que tu es méchant, parce que tu es dans la condition matérielle de le faire. Au même titre que il y a certainement plein de mecs qui nous écoutent à ce moment T là. Ne le prenez pas mal, messieurs. Mais vous exploitez le travail gratuit des femmes toute la journée. Pas parce que vous êtes des ignobles misogynes. Alors peut-être qu'il y a des ignobles misogynes, mais je pense que vous ne m'écoutez pas si vous êtes un ignoble misogyne. Je pense que vous ne m'aimez pas beaucoup. Pour les autres, c'est pas parce que vous êtes un ignoble misogyne ou que vous êtes méchant. C'est que de toute façon, vous êtes dans une position sociale qui fait que vous avez autour de vous des femmes qui prennent la charge domestique, le travail des enfants, la charge émotionnelle, la charge contraceptive, blablabla. Vous voyez? Et du coup, dans cette même idée sur la question économique, bah en fait, tu vas te retrouver au même titre que notre bourgeoisie actuelle, propriétaire des moyens de production. Évidemment, c'est pas qu'ils exploitent les travailleurs et les travailleuses parce qu'ils sont méchants. Genre, c'est pas cette idée que gentil prolétaire et méchant patron, c'est pas ça. C'est juste que pour n'importe qui ici qui nous écoute, qui est du côté de la bourgeoisie, c'est-à-dire propriétaire de ses moyens de production, normalement, niveau zéro de votre capacité d'entrepreneur, les gens que vous recrutez, vos équipes, comme on dit, doivent vous rapporter plus que ce que vous les payez. A priori, niveau zéro de gestion d'entreprise. Donc, oui. Vous êtes mis dans la situation, que vous le vouliez ou non, de devoir extorquer la plus-value et donc d'exploiter les gens qui travaillent pour vous, comme on dit, ou avec vous pour être gentil. Pas parce que vous êtes d'ignobles patrons, parce que si vous voulez que votre entreprise fonctionne, parce que vous-même vous devez bouffer, vous devez faire ça, quoi. Au même titre que d'exploiter les ressources planétaires, d'ailleurs. Mais c'est là où du coup je me demande, est-ce que ça c'est vrai si mes besoins primaires sont remplis? Peut-être que ça reste en partie vrai, mais je me raconte que du coup, juste si j'arrive à générer, si je bosse avec un free et le taf de ce free c'est 2 000 € par mois, si le taf avec cette personne génère 2 000 € par mois pour maintenir la situation, si moi je n'ai plus besoin de faire de marge pour payer ma life, quoi, est-ce que ça reste vrai? J'imagine qu'en partie oui, souvent le sujet de l'entreprise et ainsi de suite. Mais peut-être que c'est en partie effacé. Mais juste pour l'exercice. Je pense que on va peut-être pas se le développer maintenant, sinon l'épisode va être vraiment très long, mais qu'on s'en reparlera peut-être dans un stream Entreprendre ses politiques,
sur Oui, cette histoire de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est qu'en fait cette extorsion de plus-value, elle ne sert pas aux propriétaires de l'entreprise pour son salaire. C'est-à-dire que oui. c'est justement pour sortir de cette logique. Vous avez des prolétaires qui gagnent beaucoup d'argent et vous avez des bourgeois qui en gagnent très peu. C'est pas parce que t'es Oui, oui, propriétaire oui, 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 d'entreprise que oui. tu gagnes beaucoup d'argent. Donc potentiellement, en plus, le patron qui se retrouve à exploiter, à extorquer sa plus-value, peut-être qu'en plus lui, il gagne des clopinettes quoi avec son truc, parce qu'en fait, s'il a besoin, donc admettons lui, on est dans le salaire à vie, ce que je peux que applaudir des quatre mains, euh, ou du revenu universel pour la version la plus soft du truc, mais on va pas chipoter maintenant. Donc effectivement, lui déjà, enfin ce qui est déjà une avancée monstrueuse, enfin ça c'est clair et net quoi, c'est clair et net. Le salaire à vie de Frio, c'est encore autre chose, parce que c'est une question de salaire à la qualification et tout. Non, bref, c'est encore autre chose. Mais du coup, il a besoin d'extorquer cette plus-value, parce que cette plus-value va devoir être réinjectée pour développer les forces productives, parce que sinon, il va se faire dépasser par la concurrence. Et donc en fait, vu que le taux de profit baisse de manière tendancielle, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à ce que le taux de profit moyen, il diminue, donc les entreprises doivent récupérer réaugmenter le taux de profit. C'est ce que vous explique toute la droite quand ils vous disent qu'il faut, comment il a dit ça, Edouard Philippe, travailler plus longtemps dans la journée, dans la semaine et dans la vie. Voilà, bah traduction, il faut réaugmenter le taux de profit en tapant sur le capital variable. Oui. On va baisser ce temps-là, ou en tout cas plutôt on va allonger la durée du travail et les salaires évidemment ne suivront pas, donc tu extorques plus de plus-value, donc tu remontes ton taux de profit, bah, tu vois. Et donc du coup, moi je vois plutôt ça dans la limite que tu évoquais, tu vois, plus le truc de en fait, oui peut-être lui, le patron fictif là, il a son salaire et tout, et ça évidemment 100% pour, y a pas débat. Mais en fait, il va quand même devoir extorquer de la plus-value parce qu'il va devoir développer son capital constant, ses forces productives, parce qu'il va se faire doubler sur le marché et que du coup son taux de profit va baisser et que du coup l'entreprise va couler. Donc c'est-à-dire tant qu'on n'a pas repensé le système productif, Ouais. on va se retrouver dans les mêmes problèmes de manière euphémisée, hein, parce que c'est quand même moins Mais dramatique. c'est peut-être là où du coup c'est l'endroit où il faut que ces deux sujets se marient parce que j'essaie de faire l'exercice intellectuel dans ma tête de me dire est-ce que tu peux avoir cette réalité-là sans pour autant que ça coûte à l'équilibre de notre écosystème pour maintenir la vie sur Terre. Et je me rends compte que oui, ce serait tout à fait possible d'avoir une réglementation écologique qui fait que l'équilibre de notre écosystème sur Terre soit tout à fait garanti et soit tout à fait à l'équilibre, tout en ayant des entreprises qui effectivement exploitent leurs travailleurs pour une forme de lucrativité. Ça pourrait exister, je pense. Et c'est là où Hum. peut-être du coup il y a ce mariage qui, à un moment donné, moi je me raconte qu'il se fera, mais peut-être qu'il devra se faire plus que par naturellement. Eh bien moi je propose que affaire à suivre dans le prochain ou dans Oui, les prochains entreprendre ces politiques. Où on pourra justement discuter de toutes ces questions-là. Ça peut être l'occasion de parler justement des distinctions entre revenu universel et salaire à vie, etc. Et arriver avec cette grande question qui est comment qu'on fait? Est-ce qu'on fait la oui. révolution ou pas? Est-ce qu'on fait le keynésianisme ou pas? Et donc je propose, pour avoir un résumé un petit peu de ta pensée, la série finale de 8 affirmations, beaucoup Ah plus oui. courte, Ok, vrai, faux, j'essaie de oui, me mettre en non. mode. Ok. Voilà, tac, affirmation courte, réponse courte, vrai, faux, oui, non, ou je choisis pas, c'est trop compliqué. La première, on peut être écolo et prendre l'avion. Non. Le capitalisme, Si. Oui. Ah. ça y est, ça commence. Ben, l'avion est un immense problème, mais pour des émissions de subsistance comme l'exemple que j'ai cité auparavant, si c'est de façon incroyablement limitée, du coup oui. Mais si c'est prendre l'avion pour vacances, Pour partir j'ai faire digital nomade à j'ai envie Bali. de dire non. Ouais, non. Pour cette raison, non. Ok. La deuxième, le capitalisme est compatible avec l'écologie. Non. Il faut avoir une taxe carbone sur les plus gros pollueurs. Ah, Je suis pas sympa parce que franchement, c'est vraiment pas sympa. J'ai envie, je vais dire oui. c'est difficile de répondre oui ou non quand même. Ouais. La quatrième, tu t'es déjà censuré dans l'entrepreneuriat pour ne pas paraître trop radical. Je crois pas. Ah ouais?
J'ai pas souvenir, mais je crois pas. Ah ouais, ok. 5, si on pouvait repartir de zéro, du coup, tu ne serais pas entrepreneur. Pour des raisons écologiques, je veux dire, hein. Non. Non, tu serais entrepreneur. Ouais. Hmm. Ok. Je pense pas que ça changerait. Parce que en fait, ces sujets-là, ils sont présents avec moi depuis très très longtemps. Hmm. De plus en plus. D'ailleurs, une grande partie de ce que j'essaye de dire avec le livre, c'est le but, c'est pas d'être parfait, c'est que à partir de maintenant, ce soit de plus en plus présent dans votre vie. Donc, faut commencer et en faire de plus en plus. Donc, j'ai l'impression que même si j'avais le niveau de conscience que j'ai actuellement à l'époque, je pense pas que ça changerait mon parcours de vie parce que c'est d'autres choses qui ont influencé mon parcours de vie, notamment la Hmm. mort de mon père, le fait que lui était à son compte et tout. Par contre, c'est une question que je me pose très régulièrement dans le présent. Est-ce que mon impact serait plus grand Hmm. dans un autre cadre? Il y a notamment un moment où je me suis dit, Nick, l'entrepreneuriat, je vais m'engager avec Sea Shepherd et partir sur des bateaux. Mais ça, c'est une question et je la trouve très légitime. Il y a une question que je soulève dans le livre qui est, est-ce que notre métier fait partie du problème Hmm. et est-ce qu'il faut se convertir Hmm. et changer de métier? Et je pense qu'il existe des métiers qui ont besoin de disparaître. Alors quand Thomas il dit qu'il faut pas être parfait, je crois que c'est ton côté léniniste qui me plaît. J'aime quand tu es comme ça. Je crois qu'on en a parlé très vite fait dans peut-être le deuxième épisode d'Entreprendre ses politiques Ça me sur dit rien, mais peut-être. sur la question de ce que quand je disais qu'il faut pas être gauchiste au sens léniniste du terme et puis tu m'avais attrapé en mode définition de chat, on comprend pas quand tu parles, s'il te plaît, fais un effort. Et que du coup, dans la maladie Oui. infantile du communisme, Lénine il parle du gauchisme. C'est très vulgairement résumé, les camarades qui m'écoutaient, par pitié, ne m'attrapez pas, c'est très vulgairement résumé, mais en gros, c'est une forme de pureté militante, quoi. Où Lénine s'en prend à ça en disant, votre pureté militante, ça nous flingue la révolution, quoi. En gros, pour faire très simple. Oui. Ok, 6e, il faut afficher son positionnement écologique dans son positionnement d'entreprise. Non, c'est pas toujours pertinent. Ah, je veux étayer cette question parce que c'est très développé dans le livre, donc vous aurez occasion dans le section 2, je crois. C'est dans la section 1 parce que Ah c'est oui, dans la partie sur la sur la boîte. transition de l'entreprise. Et effectivement, il y a tout un chapitre sur ça parce que c'est pas toujours la façon la plus pertinente de Mm. contribuer à la cause. Est-ce que tu préfères débattre avec un climato-sceptique ou avec un start-upper libéral méritocratique quand on veut, on peut? J'adore les débats, donc en vrai, les deux. Ce sera très différent comme exercice, mais j'adore faire ça, donc j'ai pas de préférence. Ok. 8e, as-tu déjà dit quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon? Ça, je comprends pas la phrase. Généralement, tu sais, quand à chaque fois on se met à parler de ce genre de sujet, dès que tu te retrouves à devoir être d'accord avec lui, il y a une take en politique politicienne française, c'est qu'il faut commencer par alors quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir évacuer le fait que tout le monde va hurler avec les loups. Je dis ça parce que notamment du coup dans ton livre tu cites le réseau Action climat climat. Action Climat qui avait donc évalué, je peux dire ça comme ça, les programmes politiques pour la présidentielle de 2022 et donc qui avait dit que les deux programmes pardon qui étaient cohérent, pertinent, c'était celui de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et celui de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Et donc Oui. généralement, mais c'est là qu'on voit que tu n'as pas l'habitude de parler de Jean-Luc Mélenchon, parce que généralement quand tu te retrouves à parler du vieux quelque part, tu es obligé d'avoir une phrase du type non mais quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, d'accord, pour pas que tu Oui. te fasses hurler dessus. Donc la question était, est-ce que tu as déjà dit quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que du coup tu ne parles Non, pas de ça et tu n'as pas de problème? non, j'ai pas de problème et j'ai beaucoup à la présidentielle justement rapporté le fait que Mm. j'avais déjà pris la parole à ce moment-là sur les programmes écologiques les plus pertinents et j'avais beaucoup tiré dans le sens de la France insoumise à l'époque. Donc Moi c'est je un suis truc assez OK d'en parler et j'ai souvent des conversations d'ailleurs avec des gens pour essayer de rééquilibrer. ouais. Parce qu'effectivement, c'est un débat, un discours très présent dans les médias aujourd'hui, la démonisation de la France insoumise, etc. J'ai pas trop de problème à dire Ouais. ma pensée sur ce sujet-là. Non. Ok. Et Mais donc, je pense que je bénéficie d'un certain privilège justement par le fait que les gens me perçoivent comme un allié, le fait que je suis un mec aussi, bien sûr. que du coup c'est peut-être moins... En fait,
c'est ça où c'est intéressant, la posture que j'essaie de prendre. C'est que quand moi je parle de ça avec un pote qui pour le coup va avoir plein de trucs, ça va faire naître une question de mais attends, comment ça se fait que Thomas, Hmm. il pense ça, tu vois? Hmm, hmm, hmm. Et du coup, ça ouvre une brèche. Et du coup, je pense que j'ai moins besoin de me justifier parce qu'il y a une alliance qui est perçue dans la relation avec les personnes avec qui j'en parle, qui pour le coup, eux, sont absolument en mode, pourraient être catastrophés. Parce que je crée un peu le pont. Là où je pense que si c'est d'autres personnes qui sont beaucoup plus radicalement affichées, entre guillemets, bah ça ferme la porte en mode ah mais de toute façon vous les gauchistes, tu vois. Et moi je suis un peu plus dans la zone floue et du coup ça ouvre un questionnement et je pense que du coup j'ai pas besoin de faire ce truc de protection. Alors moi, ça m'a évoqué en t'écoutant. J'ai un neurone qui s'est allumé. Nous sommes partis pour une analyse marxiste de Thomas Burbidge. Non, en vrai, À la toute fin de l'épisode, accrochez-vous. non mais ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que putain, tu vas finir par me convaincre que ta stratégie elle est pas d'huile. Enfin pas que je la pensais débile, hein, mais façon de parler. C'est que là, je travaille sur un truc sur le, comment dire, outiller les anticapitalistes qui sont à leur compte en termes d'arguments, machin, bref. Et donc évidemment le premier truc, généralement le premier truc qu'on entend en attaque quand on est sur la ligne anticapitaliste, c'est ah ouais, t'es anticapitaliste alors que t'es entrepreneur, enfin, c'est contradictoire. Bon. Oui. Un peu comme la première que je t'avais formulée sur J'allais dire ton affirmation première de cet voilà, épisode. sur la contradiction. Et bon bref, donc je travaille là-dessus et tout. Et l'autre jour, j'écoute François Bégodeau, donc sur un tout autre registre. Je sais plus de quoi il parlait, Bégodeau à ce moment-là, mais bon, donc qui est en plus plutôt du courant des anards, hein, mais marxiste également. Et donc il parlait de toute autre chose. Et en fait, il m'a donné une illumination justement de pensée matérialiste en disant, moi, Bégodeau, des fois, moi, on m'attaque sur le fait que maintenant je suis trop bourgeois, culturel, trop riche pour être marxiste et que donc c'est contradictoire. Et en fait, c'est là que vous voyez qu'ils sortent du matérialisme, parce que ma lecture matérialiste ne se pose pas la question à savoir est-ce que c'est bien ou mal d'être marxiste quand tu es propriétaire à Paris, est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant. Et moi, ma logique matérialiste, c'est comment ça se fait que le bourgeois culturel que je suis devenu est encore un marxiste. C'est plutôt de se dire, plutôt que de voir la contradiction comme un truc immoral ou bizarre ou machin, c'est de se dire, mais en fait, elle se contredit elle-même. Elle est là, cette contradiction. Donc, puisqu'elle existe dans la matière, il y a donc bien une explication. Et donc, ça me fait un peu penser à ce que tu disais par rapport à tes potes qui peuvent se dire, mais ça alors, pourquoi est-ce que Burbidge pense ça? Parce que finalement, tu viens incarner la contradiction et que du coup, il y a un côté justement matérialiste de ça alors, il devrait pas penser ça. Enfin, je m'imagine qu'il ne devrait pas penser ça. Or, il pense ça. Donc, du coup, ça permet d'allumer un neurone de comment est-ce que c'est possible. Là où, par exemple, effectivement, sur mon positionnement anticapitaliste, je vais pas allumer, ou alors peut-être que je vais l'allumer après en disant que je suis indépendante ou quoi que ce soit, tu vois, mais sur mon positionnement féministe, peut-être plutôt, je vais pas allumer la contradiction. Parce que le mec en face, il va se dire, bah oui, forcément, gauchiste. Tout à fait. Là où moi, pour le coup, sur les sujets féministes, ça arrive plus souvent. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est important d'avoir. Enfin, moi, en tout cas, je sens à quel point ça vient fissurer. Parce qu'il y a beaucoup les oppositions. Il y a groupe A, groupe B, ça se tape dessus, ça s'aime pas. Et du coup, comment tu fais pour allier ça? Et on a besoin, je pense, de créer des alliances de plus en plus larges, des sujets sur lesquels on peut être d'accord avec des parts de la population grande pour avancer dans cette direction. Et j'ai l'impression que j'ai une place où je peux créer cette fissure. Et c'est un sujet dont je parle beaucoup avec Alexandre Dana, qui c'est lui qui m'a poussé à écrire ce livre. Il y a un petit mot pour le remercier d'ailleurs à la fin. Et Alexandre, du coup, c'est le fondateur. Je sais pas si son rôle c'est CEO encore, mais bref, fondateur de Live Mentor. Donc il y a des centaines de salariés maintenant. Live Mentor, c'est immense comme entreprise de pédagogie entrepreneuriale. Et il me raconte souvent des anecdotes où il est avec d'autres personnes qui sont à peu près au même stade de développement entrepreneurial. Donc, c'est des patrons, quoi. Ils ont des grosses boîtes, il y a beaucoup de salariés, c'est très structuré. Ils ont fait des levées de fonds, il y a des venture capitalists qui ont des intérêts dans la boîte, etc. Et la plupart de ces gens-là avec qui il passe du temps lui disent, mais comment tu fais pour être patron et être de gauche? Et avoir une pensée comme la tienne. Et du coup, il apporte cette fissure où il y a des conversations qui ont lieu parce qu'il fait partie de cercles sociaux où la plupart des gens qui ont la même pensée que lui ne peuvent pas rentrer dans ces cercles sociaux
parce que soit la porte leur est fermée, soit ils n'ont pas l'expérience de vie qui leur permet de faire partie de ça, du fait de leurs convictions assumées par ailleurs. Donc c'est là où je pense, on a besoin de tout le monde dans tous les rôles. Et moi, j'ai trouvé une place qui me semble ajustée par rapport à mon expérience de vie, les privilèges que j'ai, les compétences que j'ai aussi. C'est des compétences pas faciles de débattre dans ces endroits-là et de apporter le truc, mais j'adore ça. Et donc je me dis, bah, si je prends du plaisir, autant que je joue ce rôle, plutôt que de me forcer à avoir un autre rôle que peut-être je reprendrai moins de plaisir, même s'il est tout aussi pertinent, tu vois. Si, c'est ton côté léniniste. Chacun sa ligne, chacun son taf, quoi. Peut-être alors. Eh bien, sujet pour le prochain, c'est politique. Qu'est-ce qu'être un bon Globalement, allié? abonnez-vous les gens à entreprendre ces Oui, politiques, c'est la voilà. destination de ce livre, cet épisode. Et voilà, on pourrait faire une émission sur qu'est-ce que être un bon allié. Clairement, ce serait C'est incroyable. quoi un bon allié mec pour les féministes? C'est quoi un bon allié bourgeois pour les prolétaires? C'est quoi, etc., etc. Ça serait un bon sujet. Et donc moi, j'ai une affirmation bonus. Quand tu es au bout du rouleau, est-ce que tu te dis qu'il vaut mieux partir élever des chèvres dans le Larzac ou tu te dis qu'il vaut mieux faire la révolution? Ah, j'adore. Je pense que quand je suis au bout du rouleau, je suis plutôt dans la première. Je suis plutôt en mode. Mais je pense que c'est parce que c'est nos imaginaires qui sont construits comme ça. Mon imaginaire, c'est la réclusion, effectivement. C'est ça, ou devenir moine, ou une connerie comme ça. Plus que de faire la révolution. Et je pense que c'est parce que dans les moments où tu es au bout du rouleau, en vrai, ce dont tu manques, c'est d'énergie, c'est de force créative. Et que du coup, faire la révolution te paraît comme tellement un investissement énorme que c'est difficile de te dire ah putain c'est parti je vais brûler des trucs quoi. Donc ouais je pense que je suis plutôt du genre je vais ouvrir une ferme pédagogique et juste nourrir des animaux toute la journée. Et démerdez-vous, foutez-moi la paix. Je comprends cet affect, je comprends. Bon, merci d'avoir joué le jeu Burbidge. Maintenant C'était génial. que tu as tout dit, que tu as tout répondu, est-ce qu'on publie l'épisode? Ah bah oui clairement Ouais. qu'on publie l'épisode, il est C'est bon? formidable cet épisode. Bah, ce qui est génial, c'est que ça m'a. Donc, j'ai envie de te remercier parce que effectivement, c'est une expérience très différente pour moi et c'est formidable. Je pense que ça nous ressemble davantage aussi dans la conversation qu'on a eue par rapport à une autre forme de conversation plus classique de podcast, j'ai envie de dire. Et je pense aussi que ce qui est génial, c'est que ça permet de donner une autre lecture à la compréhension du livre du fait de notre conversation, comme un outil militant au service d'une certaine transition de la pensée entrepreneuriale, ça donne du contexte, tu vois. Toutes les choses que je ne peux pas dire dans le livre en mode je suis ici pour vous brainwash très tranquillement petit à petit pour devenir des instruments de la lutte, je ne peux pas le dire de manière frontale. Mais quelque part, c'est la réflexion du truc. Et de plus en plus, je me dis, c'est quoi le goal de ma boîte? C'est quoi le goal de mon taf? Le but de mon taf, de plus en plus, je me dis, c'est avoir une grande victoire écologique en politique. C'est de faire en sorte que, petit à petit, beaucoup de gens qui ne pourraient peut-être pas voter pour ces mouvements-là de base et qui auraient voté par ailleurs, ben, petit à petit, on fait décaler les consciences à un autre endroit. Et ouais, je pense que de plus en plus, je me dis ça. Et que du coup, ce livre, il s'inscrit là-dedans. Grande pensée large, qui n'est pas accessible dans la plupart des autres conversations que j'ai par rapport au livre, parce qu'il a aussi un rôle très court-termiste, qui est par exemple de résoudre la dissonance cognitive de personnes qui ont des valeurs écologiques très fortes et qui savent pas quoi en faire dans leur entreprise. Bah, ça a un rôle très court-terme génial et c'est incroyable d'avoir ce bénéfice-là de la lecture du bouquin. Mais je pense que c'est cool aussi que les gens qui nous écouteront ici se rendent compte de la pensée beaucoup plus large que ça a et que c'est aussi une façon de penser son travail. C'est de se dire, ça c'est une question qu'on pose à toutes les personnes qu'on accompagne, nous, c'est en moyenne dans ta vie, tu vas bosser 10 000 jours de façon productive pour générer des sous dans le système actuel, je l'entends. Qu'est-ce que tu veux faire des jours qui te restent à bosser? À quoi tu les orientes? Et j'ai l'impression que moi j'ai trouvé ma quête du moment. Hmm. Je ne vais rien rajouter. On va conclure sur cette jolie phrase et cette réflexion. De toute façon, si vous avez été
emballé de notre échange en se disant qui sont ces deux personnes spéciales là, qui en plein mois d'août, donc ça à faire de discuter de stratégie politique. Vous nous retrouverez sur nos streams Entreprendre ses politiques. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Je mettrai les liens bien entendu dans la description du bouquin pour pouvoir précommander si vous nous écoutez avant le 4 septembre et si vous nous écoutez après pour le commander tout court, c'est ça? Tout à fait, et de toute façon, ce sera le même lien quoi qu'il arrive, mais un petit mot sur les précommandes, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les précommandes d'un livre, c'est un des moments les plus stratégiques pour un bouquin, parce que chaque précommande, elle envoie un signal aux librairies que, waouh, ce livre, il a un marché, il a une audience, et il a un potentiel de fonctionner. Et du coup, c'est quoi la réponse des librairies quand elles voient ce signal des précommandes? C'est de le mettre sur les tables des nouveautés, les tables des recommandations. C'est aussi peut-être de le lire. Il y a des libraires qui peuvent pas lire tous les bouquins qui sont dans une librairie, c'est sûr. Mais s'ils voient qu'il y a pas mal de précommandes, peut-être qu'ils vont faire le taf de le lire et du coup de pouvoir en parler mieux aux personnes en face. Et donc ça a beaucoup plus de valeur de précommander un livre que de simplement commander un livre pour sa diffusion. Et donc si vous nous avez écouté et que l'écologie est un sujet pour vous, au-delà des 1,50 € que je vais me faire à chaque vente du livre, le fait de l'utiliser comme un matériel militant et donc de le précommander pour qu'il soit diffusé à plus de personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes convictions que vous, mais qui pourraient les acquérir en lisant le livre, c'est un acte militant du coup de faire une précommande. Donc voilà, si vous voulez être des bons militants, précommandez mon livre. C'est la conclusion. Voilà, la conclusion Marcy, c'est permettez à Thomas de se faire extorquer sa plus-value de travail d'auteur. Pour la cause. Je suis ravi d'offrir mes 92% pour la cause. Ça sera un sujet pour un prochain Entreprendre ses politiques. Est-ce qu'on peut être entrepreneur et militant ou est-ce que nous sommes des idéologues et pas des militants? C'est un sujet, j'ai entendu Crise de Position Revue discuter de ça la dernière fois. Très intéressant. Bouchons, voilà, parce que j'étais dans les bouchons avec ma voiture, comme une personne épouvantable. Voilà. Voiture diesel, n'est-ce pas? C'était une voiture essence parce que je l'ai sans scrupule volée à mes parents. Voilà. D'accord. Pour le week-end. Sans aucun scrupule, très bien. Non, sans aucun scrupule. Bon, bref, on s'en fout de cette histoire-là. Merci beaucoup Thomas d'avoir joué le jeu du vrai faux, tout ça. Et puis pour tous les autres, on se retrouve bientôt. Et nous, on va aller prendre un petit café. Ouais, très bien. Merci beaucoup Laura. Allez, c'est un petit café. Super. À très vite, ciao. Bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.